La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fracasse le dérèglement climatique. Ah ouais, ce serait cool ça. Mais en même temps, Cobal, on peut pas enregistrer nu. Il fait trop froid. Coucou les gens, on a eu un petit souci sur le streaming parce que bien sûr j'appuie sur les mauvais boutons au mauvais moment, mais vous êtes dans le One A Club, le podcast qui parle de bande dessinée. Et pour parler de bande dessinée, je suis accompagné des meilleurs comme toujours, parce que je ne sais pas m'accompagner d'autres personnes que de gens de qualité. À commencer par Guillaume. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Comment ça va la BDRI, la meilleure librairie du monde? C'est la meilleure librairie du monde. Voilà. Voilà. Et ça se trouve où déjà? À Aix-en-Provence, toujours, on n'a pas déménagé, toujours dans la rue des Cordeliers, Ah, et qu'est-ce qu'elle est toujours belle cette rue. prêt à vous accueillir. Voilà, vous pouvez même aller à la Culinarium en face pour acheter des accessoires de cuisine, c'est sympa et tout, c'est cool. À ses côtés, nous avons Tizak. Ils ont typé Culinarium? Non, j'en sais rien. Excuse-moi, t'as typé. Tizak. Et coucou les gens, moi j'ai Voilà. typé. Ouais, t'as typé, ça Ouais, va. moi j'ai typé. Bientôt les vacances, tu vas Et, débarrasser tes élèves. tout est dans le bientôt. Ouais, c'est ça. C'est ça, le bientôt est pénible. Voilà, parce qu'on est entouré d'enseignants quand même un peu ici. Heureusement, pour lutter contre les enseignants, nous recevons de nouvelles personnes. Pour lutter ces connasses de gauchias on là. parlera de l'autre derrière. Jérémy qui nous rejoint encore pour cette dernière émission de la saison. Nous avons eu la chance de l'accueillir dans une émission en tant qu'invité. Là où on se dit, on fait revenir tout le monde autant que possible. Ça va Jérémy? Ça va très Tout bien. se passe bien? T'es prêt? T'as moins de stress que la première fois? Moins ou- de stress, on verra. Ouais. T'as bien compris qu'il n'y avait pas vraiment besoin de se mettre du stress dans cette émission. Mais le stress, on le contrôle pas. On va voir. Voilà. Juste à côté, qui relance un vieux gag. J'ai des photos vraiment très très vieilles où il avait à peu près la même tenue. Ah non, il change de gag. Histoire de dire, salut Thio, ça va, t'as pas trop froid? En fait, je suis sous la clim et en fait, il fait 2 degrés. Voilà. Donc, Ouais. tout nu, Cobal, c'est mort. Voilà. C'est mort pour ton image. Non, mais surtout, c'est que tu Ouais. es tout nu, là, c'est stalagmite, quoi. Et nous regrettons l'absence de Nao, qui n'a rien trouvé de mieux que d'aller se marier. Franchement. Mazel tov, voilà. Elle était la bienvenue. On Ah, va faire une Mazel tov, émission avec carrément. tout le monde. Elle n'est pas là. Donc, Hanouka. mais on t'embrasse, Nao, et franchement, on te félicite. C'est un plaisir. Je fais tout, moi. Voilà. On est ravis pour toi. J'espère que tu ne le regretteras pas. Oh merde. Ah, il est aussi mauvais pour les vœux de mariage que pour le côté commercial. Il est Oh, totalement- putain. Non, il est très très bon pour les enterrements. Oui, les enterrements, j'assure. Ok. Au programme, Qui se sacrifie pour qu'on voie. au programme de cette émission, nous allons d'abord parler de Off. On enchaîne avec les Rigoles, puis Ornithomaniac, Ultimate X-Men numéro 1, mais c'est Ultimate X-Men V2, parce qu'il y a déjà eu un numéro 1, mais c'était pas celui-là. Et Le Serpent et la Lance, tome Il y en a eu 1 et qu'un. 2. Ouais. Et on finira en jetant un œil sur Spider Noir. T'as vu comment je fais bien l'accent sur noir? Mais surtout, c'est qu'il y a des spiders aussi. Déjà. Spider Noir. 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 Non, sur noir, je fais bien l'accent. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Et je crois Wow. que on peut tout de suite commencer à aller dans le vif du sujet, bien entendu. L'argent, hein, c'est ça, c'est le cœur du sujet. Et Tipeee, Tipeee. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, comme le font Sarah Land, Monkey, Matt Deka, Chevonne, Warloff et Cobal, qui sont des gens bien. C'est là que je que je peux peux faire mon truc. Voilà. Vas-y, Pour fais-le. manger, s'il vous plaît. S'il vous plaît. pour manger. Voilà. Tu le fais vachement bien. On sent des années d'expérience. Bah, j'ai été scout. Hein. Et donc, je veux pas savoir ce que tu as fait pour avoir de l'argent. Et donc, Scout, les premiers réfugiés climatiques. oui, vous pouvez nous soutenir en parlant de nous, parce que c'est vrai que le milieu du podcast est difficile, que franchement, c'est dur de se faire connaître, parce que C'est la jungle du les, podcast. les plateformes n'ont pas vraiment de trucs pour nous mettre en avant. Alors qu'on est partout, hein. On est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Podcast Addict, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast du monde, on y est. On y est. Voilà, on est là. Ce qui nous manque, c'est des auditeurs. C'est Des ça auditeurs. le truc. Parce que si on en avait 100 000, je peux vous dire que d'un coup, Oh. Alors,
peut-être qu'on a des auditeurs, mais qu'on le sait pas. Mais dans ce cas-là, laissez des commentaires pour nous dire non, mais moi Et j'existe. Je en suis vrai, on pas, serait je bien suis emmerdé quand pas, même, je suis pas personne. Il faudrait Je suis préparer là. les émissions, t'imagines Mais si vraiment vous voulez pas vous mettre en avant, que vous êtes un peu timide, allez sur tipeee.com/laodébule. Vous pouvez décider de nous offrir un petit café par mois, voire plus, hein, si vraiment, voilà, un café de très grande valeur. Il y a des cafés très très chers. Vous pouvez nous offrir un café très très cher par mois si vous le voulez. Avec une tasse. Avec Et une tasse soucoupe. et une soucoupe. Ça Et une sera- petite serviette blanche. Et du Et le sucre. serveur qui apporte la serviette blanche. Même si le café sucré, c'est sacrilège. Mais du sucre. Bah ouais, quand même, le Ouais, sucre. ouais, Bah, un truc non raffiné, tu vois. C'est Donc classe. voilà, c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Mais je crois qu'il est vraiment temps qu'on arrive dans le vif du sujet en commençant tout de suite par notre première chronique. Off, une bande dessinée scénarisée par Romain Renard et Olivier Tollet, dessinée et colorisée par Patrice Regla-Vizzavone, chez Daniel Mayen pour 32 €. Qu'est-ce qu'il est bon sur Vizzavone. Ouais, hein, t'as vu, c'est un accent Mais de- oui, ouais. tu vois, tu ne pourrais faire que ça. Ouais, je sais. Je devrais faire que les BD corse. Bah ouais. On, Bah, c'est con, le On aurait comics, déjà- c'est pas corse. on hein. aurait déjà fini nos émissions. Vas-y. S'ils pourraient Alors. pas rentrer aux États-Unis, les Corses. Off. Ouais. Qu'est-ce que ça nous raconte, mon cher Guillaume? C'est toi qui commence pour rappel. Oh. Pardon. Donc, Off, c'est une bonne BD. Très très bien, on démarre fort. Et merci pour cette Et voilà. chronique. C'était vraiment très, le, très- principe, très drôle. le principe de Off, en fait, c'est, ben voilà, on est en Belgique, dans un quotidien relativement classique et standard. Notre premier personnage, qui est une politicienne, qui va chercher à être réélue, son frère qui est dans la police, qui va bientôt devenir papa, la famille qui est dans la campagne, un peu éloignée, et puis bon, bah, de temps en temps, on retourne les voir. Bref, une petite vie plutôt tranquille et relativement banale. Si ce n'est un problème qui nous pend au bout du nez, hein, puisque a priori ça pourrait effectivement arriver, une éruption solaire un petit peu trop violente qui détruit à peu près toute électricité sur Terre. Et nous voilà en fait dans un récit, alors j'ai envie de dire à tendance post-apocalyptique, mais la différence c'est que là en fait on vit l'apocalypse. On est dedans, tout est coupé, les gens vont commencer à changer, à s'organiser, à essayer de survivre avec tout ce que ça peut lancer sur la nature humaine. Et des gens qui vont essayer de se dépatouiller, de œuvrer pour que les choses s'arrangent et de trouver des solutions en attendant que l'électricité revienne, par exemple. D'autres qui vont simplement en profiter. Et bref, tout ça sur fond politico-politicien, parce que, bien sûr, un de nos personnages principaux est engagé en politique et que tout ce merdier, ça arrange bien ses opposants, parce que c'est bien connu, les éruptions solaires, c'est de la faute aux politiciens. Enfin, ceux en place. Bref, tout ce genre de débat, tout ce genre d'histoire, tout ça qui vont permettre d'explorer la nature humaine sous différents angles, sous différentes personnalités. Un récit plutôt sympathique que j'ai beaucoup apprécié, justement pour ce côté où on est dedans, on le vit pendant. La plupart du temps, quand on lit du post-apocalyptique, on se retrouve après l'apocalypse. On voit ce qui se passe après, on vit et on découvre avec les personnages ce qui se passe après. Là, en fait, on le vit. On est dedans, on est là au début, on est là pendant, et on est là à la fin. Donc voilà, pour moi une très bonne BD. Je crois que j'ai oublié de le mettre dans le conducteur, mais chez nous c'est un coup de cœur parce qu'elle fait vachement bien le job. Elle est plutôt sympathique, elle est plutôt bien écrite. Après le dessin, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que ça peut avoir un côté froid par moment, mais ça reste un dessin qui pour moi ne laisse pas insensible. Voilà. Isaac, j'allais donner la parole à Jérémy, je me suis dit on va laisser un peu les autres lancer le crédit. T'es le suivant, attention, prépare-toi. Isaac, vas-y. Comment dire il faut être quand même dans un état psychologique suffisamment positif pour arriver à affronter la noirceur, la déprime ambiante qui déborde de ce bouquin.
On voit pas bien comment l'humanité peut s'en sortir. On voit clairement plus de côtés ultra négatifs de l'humanité que de ses côtés positifs. Et donc, quand on est déjà dans une période où on estime que la gestion de la crise climatique est pas vraiment folle, que les gestions politiques et économiques sont pas folles, qu'on est vraiment sur un quant à soi politique pour... Moi, je tire la couverture à moi et je m'en fous, en fait, de marcher sur la gueule des autres et de mettre des idées vraiment ultra fachos au pouvoir. C'est l'essentiel, c'est que moi, je puisse accéder au poste qui m'intéresse depuis que je suis tout petit, parce que j'ai un gros nombril à moi-même. Bon, bah écoute, franchement, c'est pas glorieux pour l'humanité. Ouais, mais en même temps, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est rien de nouveau sous le soleil, sauf que tu viens en rajouter une couche. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment déprimant. Voilà. Alors, très bien réalisé, très bien écrit, très bien dessiné, mais j'ai fini avec un petit besoin de cacheton, tu vois. Ouais. Pourtant, il y a un peu d'espoir à la fin. Ah ouais, moi je l'ai pas vécu aussi déprimant, perso, mais bon. Alors, on a quand même 341 pages. Hein. Ouais, t'as bien le temps de te prendre ta dose de dépression avant, quoi. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était un bouquin qui était très bien fait, très bien réalisé, mais vraiment, j'en suis ressorti moins bien qu'avant de l'avoir lu. Jérémy, Oh, Bichette. je t'avais dit. Oui, Jérémy, Bichette. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement? Alors, moi j'ai aimé plusieurs trucs dans cette bande dessinée. Première chose, j'apprécie beaucoup le côté one shot, c'est-à-dire c'est un bouquin qu'on lit du début à la fin, on n'attendra pas un tome en plus. Donc Enfin, c'est un gros one-shot, tu peux lire en plusieurs fois. oui, quoi. bien sûr, qui se lit même en plusieurs, effectivement, mais c'est une super... Moi, j'ai trouvé que c'était une super BD. Le dessin, clairement, c'est pas du tout comment je peux dire, mon dada au départ. Alors, on est dans un côté réaliste, mais... Enfin, Un- qui se veut réaliste, Ouais. mais un peu jeté, tu vois. Un peu laissé. froid, Ouais. des fois qui manque un peu de mouvement. Par contre, le dessin fait le job. L'histoire, je la trouve extra. Le déroulé de l'histoire, effectivement, je rejoins mon prédécesseur, c'est pas hyper gai, mais ça interroge toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on ferait nous s'il devait se passer quelque chose comme ça. Et après, donc c'est vraiment une BD moi que je conseille, que je vais offrir parce que c'est vraiment une belle manière de rentrer dans le médium. Moi j'ai vraiment bien aimé la BD. Et après la question à laquelle moi j'ai pas de réponse parce que j'ai aucune compétence, c'est est-ce que réellement une éruption solaire peut entraîner quelque chose comme ça? La réponse est oui. Ok, ben voilà, j'ai ma réponse. La réponse est oui. Ah ouais? Thio. Ok. Problème de magnétisme. Ok. Et du coup, si je vis dans une grotte avec du plomb autour, ça marche ou pas? Il faut que tu te mettes déjà un petit casque en Ah, forme mais tu peux te d'entonnoir mettre inversé papier alu. en aluminium. Mais tu peux te mettre tout nu, Superman te verra pas. Je sais pas quoi en faire de ça. Bon, alors, du Ouais, c'est coup, ça. Il a posé une info. Mais je sais pas. Voilà. Superman ne peut pas voir à travers le plomb. Je veux dire, c'est vrai. connu. Vas-y, Et continue. pourquoi tu veux que je sois tout nu alors? Mais je sais pas. Fais ce que tu veux dans ta grande emploi. T'as un Fais ce que problème tu veux avec dans la ta- nudité ce Fais ce que soir. tu veux dans ta grande emploi. Bon, enfin, donc du coup, off. Bah écoute, alors effectivement, le dessin froid, mais je trouve que c'est un beau dessin. Il y a quand même des moments où la tension est vraiment palpable, même dans les traits qui te sont donnés. Les moments où le flic essaye de retrouver les personnes disparues, il y a je trouve une belle tension. Ouais, après, il est un peu froid, mais par moment, mais il est pas inexpressif. Hein, Non, c'est ça, je suis oui, d'accord. je suis Tout à d'accord, fait. c'est ce que je te dis. Voilà, il y a vraiment des moments où tu as de la tension qui monte dans le dessin. Et moi, le scénario, je l'ai trouvé vraiment très bien. Effectivement, ça me sort de mon cadre parce que je ne connais pas du tout la Belgique. Mais finalement, on se foutait d'eux pour beaucoup de choses, mais finalement, on n'est peut-être pas mieux qu'eux. Hein, donc, même s'ils nous ont fait beaucoup rire pour des petits problèmes de gouvernement, on est au même point aujourd'hui. Mais sinon, moi, j'ai quand même mis un gros coup de cœur quand même à Off parce que je me suis vraiment bien régalé. Et je trouve qu'effectivement, comme tu le disais, Guillaume, c'est vachement intéressant de présenter, en fait, voilà. L'apocalypse, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait pendant? Parce qu'effectivement, beaucoup de fois, on se retrouve avec qu'est-ce qu'on fait après, où on a juste le avant-après, et voilà, là, tu as vraiment on est dedans, on est dans la merde, et qu'est-ce qu'on fait? Donc, non, c'est vraiment intéressant, et moi, j'ai mis un petit coup de cœur, contrairement à d'autres.
Voilà. Ah, moi, j'ai Ouais, mis plutôt un petit coup de whisky, tu vois. Et un peu sensible en ce moment. Tu veux ma couverture? Moi, ce que j'ai trouvé Ouais. d'intéressant dans cet album, c'est justement de montrer les personnages qu'on suit sont des personnages à plusieurs niveaux sociaux, même si on a la politicienne, qui est une politicienne, mais qui c'est positive. Elle a des choses à se reprocher, elle n'est pas parfaite, mais elle veut vraiment faire les choses bien. Ouais. On suit son fils, mais qui s'est un peu éloigné de ce que elle fait et qui vit sa vie de son côté, etc. Donc vraiment des personnalités différentes, mais qui ont juste des liens de famille. Et comme le disait le poète, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Et donc tu as ce côté un peu intéressant de montrer comment tout ça se construit. Et je sais pas pourquoi c'est vrai que le côté belge est mis en avant, mais ça pourrait très bien se passer en France, Ouais, le côté de... Non, Jamais. on n'a plus de royauté. Non, jamais. Oui, c'est vrai qu'il y a le côté royauté qui a de Qui l'importance. intervient. dedans, mais qui intervient et qui a de l'importance. Mais ce côté de ces montées des nationalismes, ce côté-là. Et justement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dedans, Jamais en France. moi, ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est que par rapport à l'image qu'on a en France, c'est qu'on a quand même la royauté qui vient lutter contre les fascismes nationaux, quoi. Alors qu'en France, on aurait tendance à les mettre dans le même camp, les deux. Et je trouve que c'est assez intéressant à ce Oui, mais niveau-là. ça, c'est parce que nous on n'a Mm. plus de royauté. Donc, en Ouais, fait, c'est peut-être pour ça. Donc pour nous, les royalistes et les fachos, c'est les mêmes. C'est ça, c'était il y a Alors qu'en longtemps. Belgique, c'est pas les mêmes. Mais non, parce qu'en fait, le problème, c'est toujours le même, c'est que les fachos, ils veulent prendre le pouvoir. Mm. Ils veulent y arriver et prendre Alors le que pouvoir. là, il y a Donc, ce côté, voilà, la ceux qui royauté. sont en place, ils luttent. Voilà. Alors que là, la royauté est plus représentée comme un symbole de trucs à suivre et ensuite on D'union verra nationale. d'union nationale et on verra après ce qu'on va raconter derrière au niveau de ce qu'on veut faire. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était et puis attention, c'est une tranche jeune de la royauté puisque la nouvelle est morte. Les vieux sont morts et c'est la jeune qui est plus au courant Mais des vas-y, problématiques spoil pas. locales. Bah, c'est pas spoilé, je le sais très vite tout ça. L'album est très long. Ouais, l'album est long, c'est la page Non, 40 mais, ou 50 quand même. franchement, Et dans l'Empire contre-attaque, quand on apprend que Dark Vador est le père de Luke. c'est nickel. Quoi Comment ça Hein Quoi Mais Voilà. non. Ne me dis pas ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé que Et à la fin du sixième sens, c'était une proposition très intéressante. Maintenant, je reste un peu sur ma faim parce que ouais, Et dans je Usual trouve Suspects. ça sympathique, mais je sais pas trop ce que je dois en tirer, ce que je dois en apprendre. C'est une sorte de constat qui amène pas forcément de solution, et il y en a sans doute pas, j'en sais rien, mais tu arrives à la fin, tu dis, on est quand même dans la merde, quoi, et j'ai peut-être pas besoin de ce genre de lecture, je rejoins Thierry là-dessus. en ce moment. Mais non, faut le prendre de façon optimiste et se dire voilà, on a exactement l'exemple de ce qu'il faut pas faire. donc il faut pas que le soleil il fasse une éruption solaire. T'as compris, Poulouet? Parce que sinon, nous, on est trop cons, alors ça va être la merde. Voilà. Donc c'était Off Bien résumé. de Ouais, c'est ça. Romain Renard, Olivier Tollet au scénario, Patrice Reglavit-Zavon chez Daniel Maguen pour 32 €. Avec une valeur ajoutée. Nous sommes sur un ouvrage de 1610 grammes. Oui, messieurs, dames, 1610 grammes. Je crois que c'est le plus gros depuis qu'on note le poids de bien, chaque alors, ouvrage. soyons honnêtes, on est vraiment dans le top. Et vous savez quoi? On va avoir quand même une autre œuvre, alors certes en 2 tomes, mais qui va dépasser ceci. Et on est sur une émission record. Oui. Aujourd'hui, je tiens à faire un petit peu de teasing là-dessus. Donc soyez bien à l'écoute de la masse, puisque ce n'est pas le poids, mais la masse de chacun de ces ouvrages. Et attention, on va aussi pouvoir faire un gros rapport sur le rapport au prix. Donc un album à 32 € pour 1610 grammes. Notez-le bien, parce qu'on a beaucoup d'albums à 32 € dans cette émission, et c'est pas vraiment tout pareil. C'est ça. Et celui-là, franchement, fait bon, il n'est 2 pas € fourni avec les antidépresseurs, mais il a un bon rapport quelle-prestation-prix. C'est quoi ce bug que j'ai eu sur Attends, les... 2 petites secondes. On en a 2 qui sont en train de choper une pneumonie, là. Est-ce que tu peux baisser la ventilation de la clim, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Je vais avoir une... Et on enchaîne tout de suite. Avec une certaine pression, parce que ça va être à Jérémy de parler. Et Jérémy, À la goutte au nez. la dernière fois que tu as participé à l'émission, je chroniquais pas, j'avais pas vraiment mon mot à dire. Et tout ce que tu as proposé a eu un coup de cœur. Là, je participe et les gens le savent. Franchement, moi j'attends le tome 2 pour que ce soit bien. Et ça, c'est un one-shot. Donc t'es vraiment mal barré dès le départ. T'as une pression dingue. Tu nous as proposé pour les 2 émissions à venir 2 bandes dessinées. Vas-tu réussir à te choper le coup de cœur à tous les coups? On commence avec Les Rigoles de Brecht Evans, une BD qui est sortie chez Actes Sud pour 32 €. Alors, je tiens à dire que c'est un peu facile, il n'y a que lui qui l'a lu. Alors, il se met un coup de cœur et personne ne pourra rien dire. Non, je l'ai lu et Thio Bravo, l'a- le mec, il est déjà en train de louvoyer dans les règles du jeu, tu vois. Je l'ai lu et Thio l'a lu aussi.
Alors, et je suis navré, j'ai écrit beaucoup de textes là-dessus. Mais c'est très bien, si Donc, c'est pas Gemini. Donc, donc Les Rigoles de Brecht Evans. Donc c'est une bande dessinée, comme l'a dit Pierrick, en couleur, publiée chez Actes Sud, en France en 2018. Alors, il faut le savoir, cette bande dessinée, elle a nécessité plus de 4 années de travail. Ça se voit. Effectivement, en termes de travail, ça se voit. Brecht Evans, c'est un auteur de bande dessinée qui est belge, né à Hasselt en 1986 et qui travaille à Paris et vit à Paris depuis 2013. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un illustrateur et un dessinateur de BD qui a réalisé une demi-douzaine de bandes dessinées, entre 6 et 7, en langue française, en tout cas pour celles que je connais, et qui a fait de nombreux travaux d'illustration et de nombreuses expositions. Il a eu 2 prix notables. Il a eu le prix Découverte chez Angoulême pour Les Noceurs, et il a eu un prix spécial du jury pour cette bande dessinée qui s'appelle Les Rigoles. Alors, le synopsis, en fait, on va suivre les pérégrinations de 3 personnages principaux, en bleu, parce que les codes couleurs sont hyper importants dans cette bande dessinée. C'est-à-dire que le code couleur de chaque personnage, il faut le suivre, parce que vous allez suivre la couleur du personnage au fur et à mesure de la bande dessinée. Donc, en bleu, on a Jonah, et en fait, il vient de finir ses cartons, il doit rejoindre sa copine à Berlin. Il essaie de faire une dernière grosse virée à Paris, parce qu'en fait, il faut le savoir, Les Rigoles, c'est une rue. Il y a un boulevard des Rigoles à Paris. Il y a un bar sur ce boulevard qui s'appelle Les Rigoles. Donc, a priori, on situe le truc à Paris. La réalité, c'est que aujourd'hui, Brecht Evans, il a réussi à traduire ce que moi, j'ai comme image des nuits folles dans une capitale européenne, peu importe où on se trouve. Est-ce qu'on est à Paris, à Berlin, à Stockholm, à Londres, peu importe. Donc Jonah, il a fini ses cartons, il appelle tous ses amis, il leur dit « Je veux faire une dernière virée ». Ses amis sont tous indisponibles pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et donc il va se jeter dans la nuit et renouer avec de vieilles connaissances. En rouge, on va suivre quelqu'un qui s'appelle Rodolphe, qui a un surnom qui s'appelle Baron Samedi, le Baron Samedi, donc qui est une personne haute en couleur, très connue dans les nuits parisiennes. Et en jaune, on va suivre Vic, ou Victoria, qui elle aussi, en fait, est une personne haute en couleur, qui est fragile. Et on sent qu'en fait, elle est au restaurant avec des amis, un couple d'amis et sa sœur, et qu'elle a besoin d'être protégée d'elle-même. Donc, il faut le savoir pour ceux qui connaissent l'œuvre, Les Rigoles, c'est une réponse, ou en tout cas une relecture de la première BD qui s'appelait Les Noceurs. Les Noceurs, pour vous situer ma compréhension de tout ça, les Noceurs, c'est des gens qui ont entre 20 et 23 ans, qui découvrent la vie nocturne, et qui en fait sont pas tout à fait, comment je peux dire, saoulés de la vie nocturne. Là, Les Rigoles, ils ont 10 ans de plus, ils ont entre 30 et 35, et ils sont arrivés un peu au bout de la vie nocturne, de la drogue, de la fête, et de tout il y a de la drogue la nuit. Oui, il y a un peu de drogue, effectivement, là-dedans. Il y a du sexe aussi. Et il y a du sexe. Alors, ah ouais, moi les chroniques, quand je chronique, c'est, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que cette BD, elle est culte, parce que moi, je crois que cette BD, elle est culte. Premièrement, les choix graphiques faits par l'auteur sont hallucinants, c'est-à-dire qu'on sort complètement. Il est en train de, à mon avis, Brecht Evans, il est en train de révolutionner le médium. En fait, il s'affranchit complètement de tous les codes de la bande dessinée. Moi, il y a un truc que j'adore chez lui, c'est que chacun des personnages, principal ou secondaire, voire même le figurant dans la salle, il y a une scène à un moment donné dans un restaurant où en fait on suit, à travers un code couleur, on arrive à suivre les conversations à la fois des protagonistes principaux, mais aussi des conversations qu'il peut y avoir, vous savez, dans les restos où on entend le bruit des verres, mais on entend des bouts de conversation. Et ça, je trouve qu'il arrive très bien à le traduire en dessin, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, cette idée de mettre un code couleur et d'attribuer dans les dialogues, comme on sait quelle couleur et quel personnage, on arrive à suivre des dialogues d'une rare complexité, sans les bulles, et sans la nécessité d'avoir
la bulle qui rejoint le personnage. Et ça, je trouve que c'est quand même assez, dans le principe, assez extraordinaire. Donc, au-delà de l'aspect purement, on va dire, visuel, pourquoi je trouve que cette œuvre, et j'appelle ça une œuvre, elle est complète et elle est complexe et elle est intéressante, c'est qu'en fait, il utilise une symbolique des couleurs. On s'aperçoit qu'en fait, le bleu, qui est au départ une couleur, je suis allé voir sur un site internet, apparemment le bleu traduit le calme, le changement et la tranquillité. Or, le personnage va aller beaucoup plus loin que ça, Jonah, Ouais, etc. c'est un gros connard, surtout. Ouais, effectivement. On s'aperçoit que c'est un type qui est quand même très particulier. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que il offre une bande dessinée il doit faire pas loin de 300 pages, qui a nécessité 336. qui a nécessité 4 ans de travail, dont l'esthétique est folle. Et finalement, l'histoire en elle-même, ou en tout cas le cheminement de l'histoire est hyper intéressant. La morale de l'histoire présente peu d'intérêt, puisqu'on a tous vécu, même si on n'est pas tous des noceurs et des grandes personnes de la nuit, on a tous vécu des nuits de fête où on se réveille le lendemain matin en se disant je me suis senti magnifique, je me suis senti très beau, je me suis senti extraordinaire, et je me lève le lendemain, j'ai une gueule de bois terrible, j'ai en fait pas fait grand-chose. Et en fait, cette bande dessinée, c'est la traduction artistique de ça. On va suivre des personnages avec leurs défauts, leurs qualités, leurs angoisses, leurs psychoses, leurs délires. On n'en tirera pas grand-chose sur la psychologie des personnages. Et pour autant, on aura eu l'impression, en fermant le bouquin, qu'on a passé la soirée avec eux. Et je trouve que c'est une prouesse d'arriver à nous transporter dans une nuit, une virée nocturne avec des personnages. Voilà mon... Merci. Thio. Alors, J'ai voulu appuyer sur les trucs de Tio Boy, tu sais, pour faire pareil Ouais. et tout. Et en fait, je peux pas dire pareil que Miguel, parce que du coup, il est même plus en stock. Hein. Voilà, j'aime bien. Je suis toujours reçu sur le Stream Deck. Merci. Mais alors, graphiquement, je trouve que c'est assez fou. Déjà, la taille du truc, le nombre de pages, la qualité du dessin, les détails dans les dessins, parce que si... Alors effectivement, quand vous avez juste un ou deux personnages, donc on a moins de détails, mais dès que vous avez un peu de profondeur dans le dessin, il faut regarder les arrière-plans, il faut regarder tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a plein de choses. Le suivi de ces différentes histoires, c'est un petit peu dur au début, mais ensuite, on est totalement dedans. Et moi, je les ai... au départ, je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc vraiment barré, et au final, il y a quand même une vraie facilité, une vraie réflexion sur comment est-ce que justement tu peux suivre les différentes histoires. Et moi, ça m'a vraiment régalé. Malheureusement, Pierrick, et désolé Jérémy, mais j'irai pas jusqu'au coup de cœur parce que ouah, ça part loin, quoi. Il est parti trop loin, quoi. Moi, je suis resté, je pense, justement dans le caniveau, tu vois. Il y avait la rigole, j'ai glissé, trop bu et boum, quoi. Non. C'est vraiment une belle œuvre qui a d'énormes qualités, mais ça m'a pas transporté, quoi. Petite question, est-ce que ce n'est pas trop bavard? Parce qu'il y a plein de respirations de texte, parce qu'il y a plein de grandes pages ou de doubles pages, de changements de style graphique, beaucoup plus aérés ou beaucoup plus denses mais sans texte. Mais quand même, il y a des pages où il y a des pavés et des pavés de texte qui se suivent les uns derrière les autres. Ouais, quoi. Alors, souvent, c'est des courtes phrases, en fait. Ouais, mais tu... Oui, mais en fait, c'est parce Et que... sur plus de 300 pages, tu vois, tu mais en t'en fait, manges, quoi. Mais parce que tu lis à la vitesse d'une discussion. C'est ça. C'est des échanges. Et en fait, finalement, effectivement, il y en a, quand tu le regardes visuellement, tu te dis, waouh, il y a trop de trucs. Mais en fait, c'est comme tu écoutes une conversation. Et ça va, c'est fluide. C'est un ping-pong. Donc, du coup, même dans ta tête, au bout d'un moment, tu commences à avoir des voix qui viennent. Tu vois, tu sais que lui, c'est un Oula, gars. t'as des voix dans ta tête, toi. Ouais, Et en fait, c'est vraiment alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc l'auteur a été interviewé, il y a eu un podcast sur... Il est déjà en train de perdre la voix. Hein. Tu Ouais, vois, il a pris froid ouais, déjà. Hein. ouais. Non, donc il est allé sur un podcast, il a été interviewé sur, je crois, France Culture, sur cette bande dessinée. Et en fait, il dit le cahier des charges qu'il s'était imposé lui-même, c'était de dire je veux arriver, à travers une bande dessinée, à traduire la sensation qu'on a quand on arrive dans un restaurant
qu'on est entre amis, de toutes ces conversations, de tous ces bruits. Et honnêtement, en tout cas, d'après moi, il y a certaines séries de pages où il réussit vraiment à créer cette ambiance. Et effectivement, il y a beaucoup le tintement. Voilà, il y a vraiment beaucoup de textes, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Mais en fait, comme le disait Thio, c'est aujourd'hui, c'est du texte qui est hyper facile à lire parce que c'est du dialogue, en fait. Et après, il y a toute une digression à un moment donné où les Vic et on va pas spoiler l'histoire, se retrouvent dans un taxi. Ah, ce taxi. Et en fait, il y a un taxi qui raconte une histoire. Et en fait, on comprend que le taxi, son dada, c'est partir d'un détail de ses clients ou d'une question des clients qu'il a dans son taxi et faire des digressions, raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête, qui sont absolument fausses. Et c'est assez marrant parce que c'est aussi ça qu'on rencontre la nuit. C'est qu'en fait, chacun raconte un peu son histoire, quoi. Et moi, j'avoue, j'ai commencé à lire l'album hier soir en me disant oh là là, il n'y a pas grand monde qui l'a lu dans l'équipe, il va falloir que je m'y mette. J'ai vu le pavé, j'ai fait putain, mais pourquoi j'ai commencé si tard? J'ai vraiment merdé. Et je me suis dit bon, bah, je commence à lire. J'ai commencé, je me suis dit putain, j'arriverai jamais à la fin, quoi. C'est pas possible. Et puis j'ai été pris petit à petit dedans. Parce qu'effectivement, au début, tu te dis les dialogues, ça parle, c'est que des dialogues qui ont aucun sens, ou c'est des petits bouts de phrases entendus à gauche, à droite. Alors ouais, ça marche bien. Et puis d'un coup, je me dis, mais en fait, je suis déjà au quart. Ouah, je vais continuer un peu, et puis t'es à la moitié, puis t'arrives à la fin. Et oui, au niveau de l'écriture, ça marche très bien. Le plus impressionnant reste le graphisme. Il y a un travail sur comment est-ce qu'on installe le texte. Enfin, c'est une BD, je sais pas comment un traducteur dans une autre langue, le travail de graphisme qu'il y aurait est énorme parce que le texte est vraiment imbriqué dans le dessin de façon très profonde. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il l'a écrit en français ou dans une autre langue? Apparemment, il l'a écrit en français. Parce que je me suis dit, mais sinon, je veux dire, le traducteur, il faut marquer son nom et au niveau de l'adaptation, il y a un travail. Il y a même des jeux de mots en français. Tu dis, non, mais j'ai eu un doute, j'ai fait, non, mais c'est pas possible. Ça a été écrit en français parce que ce jeu de mots, il passe pas autrement. Graphiquement, c'est complètement dingue. Maintenant, au niveau de la façon dont se passent les dialogues, ça, alors oui, j'ai déjà vécu des soirées qui sont un peu parties en vrille et où je retrouve un peu ces choses-là. Mais comme il disait, il a voulu remettre ses sensations et ses souvenirs. Et je pense que c'est des gens qui ont connu ce genre de soirée-là à qui ça parlera. Et moi, ces grandes soirées dans des grandes villes, moi j'ai fait des soirées un peu cheloues, mais plus dans des petites zones paumées ou des trucs comme ça. Tu vois, ces grandes soirées dans des grandes villes où tu te dis, ah, je vais aller d'une boîte à une autre, changer d'endroit, on recroise les mêmes têtes, etc. J'ai pas vraiment connu ça et j'ai l'impression de regarder un truc qui est très lointain pour moi. Où, oui, j'ai quelques points auxquels j'arrive à m'accrocher, mais le reste, je fais, non, mais ça me parle pas vraiment, quoi. Je comprends la richesse. Graphiquement, c'est un travail de dingue. Et là, en voyant les planches de plus loin, depuis qu'on les diffuse là, dans le live, je me rends compte que c'est encore plus bluffant que ce que j'avais vu en étant dans la planche. D'un point de vue narratif, c'est un travail exceptionnel. Mais vraiment, je crois que c'est une BD qui peut parler qu'à un public d'urbain, qui connaît cette festivité urbaine. Et je me sens totalement largué par rapport à ça, en disant, mais ouais, je l'offrirai à quelqu'un peut-être qui a connu ça, mais moi, je passe à côté en fait du message que ça peut raconter. En tout cas, vraiment, c'est voilà, c'est un bouquin. Je comprends qu'il ait eu autant de succès, qu'il ait énormément marché chez toutes les rédactions culturelles parisiennes. Parce que c'est ça, hein, je veux dire, Télérama, Ah oui, etc., complètement. machin chose. Ça, c'est Donc, sûr. que toutes les rédactions culturelles parisiennes aient adoré à Donf, je le comprends tout à fait. Mais alors, moi, petit provincial, voilà, je me sens un peu mis à l'écart. Et c'est un peu dommage pour moi, mais je ne pourrais que la recommander à tous mes amis qui ont peut-être une vie urbaine. Alors là, intense. Visuellement, et à vous entendre parler du scénar, visuellement, c'est absolument magnifique. Et je trouve que ça mériterait une adaptation en film.
Je crois pas que c'est possible. Je sais pas comment ça Tu serait vois, possible. vraiment le concept de road movie, mais interne, en nocturne, dans une ville, avec Un des espèce changements de lieu. une espèce de Las Vegas parano, Ouais, psy, exactement. ouais, il y aura un Cobalt, truc. Exactement. Cobal nous dit oui, c'est clair que c'est très Télérama-Core. Ouais, crois que complètement. c'est- C'est complètement Télérama Core. Complètement. Voilà. Ça, c'est vrai. En tout cas, ouais, vraiment un très 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 bel ouvrage. Après, je sais pas, Thierry, c'est le genre de bouquin. Toi, tu n'as pas eu le temps de l'avoir Et entre non, les mains, mais je l'ai pas du tout me dis entre que c'est les le genre mains, de mais bouquin alors, qui aurait été fait plus pour toi que Moi, pour visuellement, c'est complètement ma cam. Mmh. Et donc voilà. Si tu veux bien, je te l'emprunterai. Aucun problème, tu pars avec. Les Rigoles de Brecht Evans chez Actes Sud, qui reste en plus un éditeur de chez nous, tu vois, je veux Bien dire, sûr. des histoires de Parigo avec un éditeur arlésien, mais c'est n'importe quoi. 32 €. Et, vas-y. Alors, nous sommes, l'air de rien, sur 336 pages, mais seulement 1280 grammes, comparativement à l'ouvrage précédent de Off, ce qui est quand même un gros bébé, hein. On va Oui, pas oui. se mentir. L'édition est très jolie, le papier est très sympa. On a vraiment quelque chose de Très très belle mat, édition. très joli. La couleur est splendide. Donc voilà, belle édition. Voilà, ça vous permet de faire grossir un petit peu la pliure de votre étagère. Eh bien, c'est parti pour la suite. Avec Ornithomaniac de Daria Schmidt au scénario et au dessin. On va pas dire à la couleur parce qu'il n'y en a pas. Chez Dupuis, collection Air Libre pour 29 €. Et justement, ma première phrase, c'était on va prendre de la hauteur. Et voilà. Et voilà, Alors. pour s'intéresser donc à Ornithomaniacs de Daria Schmidt, qui va être donc une très belle réédition augmentée, qui est donc chez Air Libre, qui est donc paru chez nos amis de Dupuis. On les aime. Ouais. Donc l'occasion idéale justement, parce que moi je me le suis offert et en fait, effectivement, Envoyez-nous des c'est SP un jour. ça serait très très bien Dupuis, On n'hésitez serait pas. d'accord. Donc du coup, on va redécouvrir un petit peu ce voyage onirique. Et c'est un voyage qui est quand même, je trouve, assez intéressant parce qu'on a plein de choses à l'intérieur. C'est assez barré, c'est assez innovant, mais en même temps dans l'ancien. On fait du neuf mais avec du vieux. Donc Je confirme. côté histoire, on va vraiment avoir une invitation. On va suivre donc Niniche, qui est une petite adolescente qui est d'apparence totalement ordinaire. Qui a une mère qui est un peu envahissante, qui veut beaucoup de choses pour elle, qui est vraiment très 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 présente. Et du coup, Niniche va faire sa crise d'ado et ça va être plutôt une crise un peu une crise anatomique, on va dire, parce que on va avoir des petites ailes qui vont se mettre à pousser dans son dos. Donc quelque part, on va retrouver, je trouve ici, une sorte de fable un peu fantastique. Avec des faux airs de Alice au Pays des Merveilles, où on va justement se retrouver dans un monde un peu parallèle avec Niniche qui va se découvrir qu'elle va rencontrer donc Icare qui lui va ouvrir un restaurant, elle va rencontrer des limaces bleues, on va avoir un oiseleur qui aimerait bien du coup la rajouter à son zoo. Non mais il faudrait que vous arrêtiez, oh les assistants, l'assistante, allez, Au travail. au travail. Parce que justement, j'avais commencé à parler du dessin et c'est intéressant que Pour ceux qui sont ceux sur la qui vidéo, sont quoi. sur la vidéo, ils puissent le voir. Tu vois. Mais essayez d'en parler. Mais Pour ceux juste, qui n'ont pas la c'est vidéo, c'est dur. prévu, monsieur, c'est Oh. prévu. Excusez-moi. Vous êtes un vrai professionnel. Exactement, tout à fait. Donc justement, donc cet oiseleur, donc il aimerait bien donc la rajouter notre Niniche dans son zoo. On va avoir des questions. Il parle de collection, lui, hein, c'est pas pareil. Ouais, mais là c'était pour dire que c'est un animal. Enfin bon. On a beaucoup de questionnements philosophiques, je trouve, dans ce bouquin, sur la mutation du corps, sur l'art, sur le besoin d'évasion. Et même si c'est un côté des fois un peu absurde, un peu foutraque, ça a quand même, je trouve, un beau scénario. Au niveau du dessin, on est sur moi, j'ai pris une vraie claque en noir et blanc. Alors, j'ai acheté le bouquin et en plus, j'ai eu la chance de voir Daria Schmidt au Salon du Livre. Je n'ai pas pu me faire dédicacer quoi que ce soit, mais je l'ai vu travailler. Et donc, elle travaille à la plume, à l'encre de Chine. Et oh my God, putain. Voilà, il y a un talent ouf, quoi. Tu la vois travailler, c'est une œuvre d'art. Et donc, c'est vraiment un choc. Pour moi, c'était vraiment une sorte de gros choc graphique, quoi, le Daria Schmidt. Parce que on est sur un travail donc en noir et blanc, à la plume. C'est absolument fantastique. Ça met une vraie ambiance dans le livre. Et on a aussi du coup du décor qui va se rajouter derrière. Parfois, on n'a même pas de décor, on a juste du noir, parce qu'on n'a que les personnages qui sont mis en avant.
C'est absolument splendide, quoi. C'est un véritable. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de pièce de théâtre en mouvement, avec nos petits personnages qui vont monter. On va avoir des jeux sur les hauteurs, quand on va avoir les personnages qui montent sur le toit, d'autres qui sont en bas. On a ce côté un petit peu loufoque. Et je trouve qu'en combinant, on va dire, l'onirisme de Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles, on peut avoir un petit peu un visuel à la Tim Burton avec des personnages qui sont moitié humains, moitié animaliers. On a aussi des classiques comment il s'appelle, Edward Hopper avec le Oui. Buzz at the End, quoi, Falcon, je sais pas quoi. ouais, Nighthawk. le dîner, quoi. Nighthawk. Voilà, le dîner. C'est le nom du bouquin. de l'œuvre de- Et du coup, on a le mélange de tout ça qui je trouve, fait une œuvre qui est déstabilisante, un peu absurde parfois, mais qui a un vrai onirisme, une vraie invitation au voyage, quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, un petit peu de la fantaisie, du fantastique. Et je trouve voilà, que c'est vraiment une très très belle réédition. En plus, à la fin, alors si je me souviens bien, je crois qu'il y a des croquis, Ouais, il y a des des explications. croquis de... Voilà. Donc vraiment, moi j'ai adoré. En même temps, c'est moi qui l'ai choisi, donc quelque part, c'est pas plus mal. Mais Fais-toi bien de mettre- fais-toi un c'est bien de bisou. mettre en vas-y. programme des trucs qu'on aime. C'est très important. Non, mais c'est bien de Mais- mettre en programme des trucs qu'on aime. Quoi. Bah oui, non, mais écoute, Mm. alors effectivement, c'est une réédition, mais je suis passé à côté de ça voilà, au départ, et je trouve que c'est vraiment un très 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 beau livre. Moi, j'ai parlé justement de cet aspect un peu graphique que je trouve super intéressant. Ça va chercher dans du Andreas, sur du Rorke. Ça va chercher dans du Sweetens pour les cités obscures. Ouais, tout à fait. Je l'avais cité, regarde, il était là, Schuiten. Ah, bien. Schuiten, Lewis Carroll, Ah. Tim Burton Dans du Et- Gustave Doré. et Edward Hopper pour le dire. Et au niveau du scénario, ça va chercher dans du Fred, sur du Philémon. Alors ça, comme j'ai détesté Philémon, je je peux pas sais, dire. je sais. Mais on est vraiment dans ce genre de côté-là, au niveau de l'absurde. Et donc, moi, c'est que des trucs qui me parlent, que j'aime beaucoup. Maintenant, je trouve qu'au niveau de la façon dont s'est construit la narration, alors que c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça, c'est un côté un peu vieillot, c'est un côté un peu très référencé. Et ça sent un peu l'œuvre de jeunesse. Parfois, le trait manque un peu de continuité sur la façon dont elle représente les personnages. Elle se perd un peu dans son dessin. On sent que plus on avance dans l'album, plus on voit la progression au fur et à mesure, assez clairement, d'un point de vue technique. Et j'ai pas lu l'autre bouquin de Varia Schmidt que vous avez chroniqué, justement, c'était une émission où je C'est n'étais pas là. le bestiaire, je sais Ouais, plus quoi. voilà, qui avait l'air encore mieux et plus construit. Et on voit que voilà, on sent que là, c'est une très belle ébauche, mais que c'est. Attendez, je vous prépare un truc vachement mieux. Et ayant lu celui-là, je me dis merde, j'ai pas lu le bestiaire, machin chose, et c'est celui-là que j'aurais dû lire en vrai. En tout cas, voilà, moi, ça m'a semblé un bouquin très intéressant. Je pense que si tu veux voir d'où vient une autrice, comment elle a construit ses références qui l'ont amené à ce qu'elle fait actuellement. Et c'est super intéressant là-dessus, surtout avec le petit livret à la fin qui montre comment elle a designé ses personnages, comment elle les a construits, etc. Mais tu vois, je te donne l'exemple. À un moment donné, quand j'ai vu un téléphone portable dans le bouquin, j'ai fait « ça colle pas ». J'ai pas l'impression de lire un récit, la façon dont c'est raconté, dans la façon dont c'est dessiné, ou un téléphone portable à sa place. Téléphone portable, c'est trop moderne par rapport à ce que je vois. Ça faisait un truc un peu chelou. Et je pense que justement, après, je sais pas, j'ai pas lu Bestiaire, mais Le j'imagine bestiaire du que crépuscule. du crépuscule, c'est qu'une fois que l'autrice a réussi à intégrer un peu ces deux opposés et à faire quelque chose qui tienne la route, elle a sans doute fait quelque chose. En tout cas, je crois que vous avez mis un coup de cœur, je crois, Bestiaire du crépuscule. J'ai un doute. Voilà. Mais là, je trouve que voilà. Excellent bouquin pour découvrir une autrice, pour un côté un peu documentaire. C'est un peu comme si tu trouvais les premiers ouvrages de Cyril Bonin. Si quelqu'un les a, Voilà, mais qui comment un cahier de CE2, je prends. Hein. voilà qui Un cahier de poésie. irait pas jusqu'au coup de cœur, mais en tout cas ouais, un truc super intéressant. Qui d'autre l'a lu parmi vous? Guillaume. Eh ben, écoute, moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai eu beaucoup de mal
Mais ça me fait tout le temps ça en fait. Quand je tombe sur une œuvre qui joue avec l'absurde, qui joue avec la situation et le côté un peu barré de ses personnages, j'ai toujours du mal à rentrer dedans. Mais une fois que j'ai été dedans, eh ben, ouais, je pense que c'est une claque, comme tu dis, au niveau graphique, au niveau de la façon de raconter aussi en fait, parce que bon, j'entends que ça puisse choquer ces décalages, etc. entre un portable et l'ambiance qui a un côté très vieillot. Mais au final, moi, je trouve que ça va à mort avec le récit et toute l'absurdité et tout le décalage du récit, puisque pour moi, il y avait une volonté par rapport à ça de vraiment faire quelque chose qui raconte quelque chose, qui raconte une histoire et qui en même temps n'a ni queue ni tête. Alors enfin, tu vois, vous avez parlé de plein d'auteurs. Moi, je pense à Ionesco, par exemple. La relation entre, putain, encore les noms de personnages. Icar et Le squelette là. Ouais. C'est les discussions qu'ils Ah ont. bah c'est en attendant Godot, quoi. C'est les deux c'est clochards ça. qui se parlent. Et moi, enfin voilà, j'ai du mal à rentrer dedans, mais une fois que je suis dedans, je suis super client. Et Merci, ouais. J'ai dit une connerie. Je t'ai entendu. Ouais. Ah, tu m'as entendu penser, t'as vu? Oui, voilà. Bon, donc je suis très très content d'avoir réussi à appréhender l'histoire, donc et de me l'approprier parce que voilà, j'aime beaucoup ce type de récit qui te sort complètement de tes zones de confort habituelles et qui te fait réfléchir tout en te faisant réfléchir, mais dans le sens où tu dis tiens, ça a l'air intéressant, il soulève des questions et mais de quoi il parle en fait, et ça tout le temps t'es pris à contre-pied et j'aime beaucoup. Voilà. Alors, du coup, on me dit dans l'oreillette que c'est Samuel Beckett en attendant Godot. Non, Samuel Alors- Beckett, c'est Code Quantum. Ta gueule. Donc, Voilà, je veux dire, à un moment donné. Donc, faut mettre les choses à leur place. Ionesco, Vas-y, si tu on nous entends, t'écoute. Vas-y, Ionesco, vas-y. la cantatrice Eugène chauve, c'est ça. par exemple. Voilà, par exemple. Par Parce qu'il n'a exemple. pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça du tout. Heureusement que tu es là pour. L'insoutenable légèreté de l'être. Non, ça c'est C'est Kundera. Kundera. Ça, c'est Kundera. Ah ben voilà. Dans l'oreillette, on me dit que c'est Kundera. Dans l'oreillette, on me dit arrêtez Voilà, d'aller les le références rhinocéros. littéraires. En fait, Le rhinocéros. Alors, En fait, on cite des trucs, on sait pas trop. voilà, si on passait à autre chose que les références littéraires. Germinal de Giono, c'est une réadaptation. Non, je suis pas d'accord, c'est vachement plus drôle ce qu'il écrit. Tu n'as pas lu Jérémy, celui-là. hein. Non, celui-là, je l'ai T'es pas lu. passé à côté. Celui-là, je l'ai pas lu. Eh ben, c'était Ornithomaniac de Daria Schmidt chez Dupuis pour 29 €. Et on pourrait effectivement parler de son poids. C'est le petit poids plume de notre émission, ou presque, avec ses 939 grammes. Je tease encore un peu. On baisse depuis tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas, comme à la fin, ça remonte. Oh. Mais non, mais c'est triché, il y en a deux. Comme à la fin, ça. Titre Ultimate X-Men numéro 1 de Peach Momoko à tous les postes chez Panini Comics pour 32 €. Alors, l'univers Ultimate, c'est un univers un peu particulier chez Marvel, donc on est vraiment chez Marvel. En gros, dans les années 2000, ils se sont dit, oulala, les gens qui veulent suivre un peu nos séries, ils galèrent, parce que ça a un peu plus de 40 ans nos bouquins. Les gens, la continuité, ils en peuvent plus. On va repartir à zéro et on va... Pour la refaire 8e des- fois, on va voilà. repartir à zéro. On va refaire des trucs C'est ça, de quand- zéro. Dans les années 2000, ils en sont à plus de 8 Ouais, ans. oui, c'est ça. on repart du départ. Donc, ils repartent du départ sur un univers totalement vierge, avec leurs personnages Ultimate, etc. Et ils commencent avec les Ultimates, qui étaient les Avengers, qui ont inspiré les films modernes. Donc, ça a quand même servi à quelque chose. Et d'ailleurs, Faire du fric. ils ont tellement inspiré les films modernes que le caractère design de Nick Fury, bah, ils l'ont choisi par rapport à un acteur qui est devenu l'acteur qui a joué Nick Fury. Et c'était pas lié, c'était La un boucle est hasard bouclée. total. Je savais C'était un pas. hasard total. Hein. Donc c'est drôle là-dessus. Bref, ça a beaucoup apporté là-dessus. Et puis bon, comme tous ces trucs, bah, au bout d'un moment, ça commence à durer depuis des années, ça part en vrille. Alors si, ça a amené Miles Morales comme personnage qui pour le coup a eu des bébés derrière. Mais ils ont tué l'univers Ultimate avec un crossover bizarre où ça part dans tous les sens, où seuls quelques personnages sont sortis, dont Miles Morales, parce qu'il est trop bunkable et qu'il fallait qu'ils en fassent quelque chose, qui est revenu dans l'univers normal, parce que c'est un univers parallèle, bien sûr. Ils ont tué Logan, quand même. Le multiverse, etc. Ouais, mais il est revenu.
C'est Voilà. comme une mauvaise grippe, quoi. Non, Bref. il est resté que la main avec Oui, c'est ça. la griffe qui faisait ça. qui faisait un gros doigt. Oui. Bref, voilà, l'univers Ultimate, plein de séries qui étaient sympathiques, plus ou moins réussies. Et là, ils ont décidé de relancer l'univers Ultimate en repartant sur un postulat de départ où la version parallèle de Red Richards, des 4 Fantastiques, est devenu une sorte de dictateur fasciste, machin chose. Ils ont créé une sorte de monde où tout est un peu dirigé par une sorte d'univers fasciste. Et là, dans Ultimate X-Men, on arrive sur quelque chose de totalement à part, où Peach Momoko nous raconte ce qui se passe au Japon, où apparemment Sunfire, qui est un des mutants peu connus de chez les X-Men, est devenu l'empereur un peu de tout l'univers Ultimate, de ce que j'ai compris, parce que j'ai vraiment rien lu d'autre de l'univers Ultimate. Et le Japon est un peu préservé de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Et on va suivre la vie d'une jeune fille qui vit là, qui se nomme Isako Ishiki, parce que j'ai des pages web qui me donnent le nom des personnages, sinon je ne saurais pas, qui est une adolescente, tout ce qui est plus normal, vraiment la meuf normale au Japon, qui va à l'école, machin chose. Pas jouable, elle hésite parce que personne n'arrive à suivre l'univers Marvel. Et qui, en fait, elle est encore un peu touchée parce qu'il y a un de ses camarades de classe qui est décédé il y a peu et ça l'a un peu marqué. Et suite à un accident de voiture, elle se rend compte qu'elle a un pouvoir et elle peut créer une sorte d'armure autour d'elle. Et là, les gens qui connaissent l'univers Marvel reconnaîtront le personnage de Armor, qui est un personnage peu connu de l'univers Marvel, donc il n'y a pas grand monde qui va le reconnaître. Et petit à petit, on va voir comment elle va découvrir ce qui se passe au niveau de ses pouvoirs. Elle se pose des questions autour de ça. Elle se rend compte que d'autres élèves de sa classe ont des pouvoirs un peu bizarres, dont une qui peut gérer les éclairs, qui fait tout de suite penser à Storm au niveau du design. fait un peu du vent aussi. Oui, elle fait du vent, etc. Elle n'a pas des vents. Et elle se retrouve confrontée à une sorte de secte dirigée par un monsieur sinistre. Et on se retrouve dans un récit qui est assez étonnant, parce qu'on a ce design de Peach Momoko qui est un design en couleur, qui sonne très manga en couleur, vraiment très asiatique, qui se passe dans le Japon, donc avec plein de choses traditionnelles, avec l'école à la japonaise, comme on l'a vu dans tous les mangas qu'on a pu voir dans tous les sens. Et aussi ce côté horreur. Ça va aussi puiser dans de l'horreur. Il y a un petit côté Junji Ito sur certains passages qui vont montrer ce côté-là. Sur l'arrivée de quels sont ces changements, comment on est ado, comment on prend ses pouvoirs. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça reprend un peu cette thématique des X-Men, qui à la base traitait un peu de la situation des homosexuels, de la situation des étrangers, de tous ces gens qui étaient un peu en marge. Différent. Voilà, un peu différent. Dans un univers japonais qui est très codifié sur ses codes, etc. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est que c'est vraiment une série qui se lie à part de tout le reste de l'univers Ultimate. Alors peut-être qu'à un moment donné, ils vont se recoller derrière, mais pour le moment, c'est totalement indépendant. J'ai besoin d'aucune connaissance derrière pour l'apprécier pleinement. Et puis surtout, ce style graphique de Peach Momoko qui travaille à l'aquarelle, c'est superbe, quoi. Moi, je reste, honnêtement, voilà. ça donne un coup de jeune à tout cet univers. On sort des super slips, on sort des gros aplats de couleurs dans tous les sens et des éclairs et des machins et des gros zooms. Voilà, c'est vraiment très rafraîchissant. Ça permet de voir les choses sous un angle très différent. Un petit peu sur le principe des couvertures qui sont refaites par tel ou tel style graphique, et du coup ça apporte une touche et un angle de vue très différent sur une œuvre, mais de manière très subtile, très succincte. Là pour le coup c'est une œuvre complète avec un style graphique et un environnement complètement remanié, et vraiment ça nous projette dans quelque chose de très différent. Et puis surtout, c'est une très belle œuvre pour ados. Alors, ce qu'étaient les comics au départ, c'était des bouquins pour ados et ça marche super bien avec les ados, un truc comme ça. Moi, j'ai trouvé, j'ai vraiment pris un très grand plaisir à le suivre. J'ai juste une très grande inquiétude, c'est est-ce qu'à un moment donné, ils vont rejoindre le gros crossover de l'univers Ultimate, c'est que ça va redevenir imbitable, avec des trucs qui partent dans tous les sens, où il faut avoir 40 000 références pour comprendre ce qui se passe, comme ils le font souvent dans les comics. Après, c'est un peu le jeu, hein. Mais pour le moment, sur ce premier tome, je sais pas s'il y en a d'autres de prévus, enfin, s'il y en aura d'autres, on dirait. Si ça va pas tout de suite partir dans du crossover derrière. Moi, franchement, je me suis régalé. J'ai passé un excellent moment. Disons que c'est rarement que j'ai pris un comics que j'ai lu et j'ai dit tout de suite, tiens, ma fille, c'est pour toi, tu peux le lire aussi, quoi. Voilà. Moi, j'ai vraiment énormément apprécié. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Thio, toi, t'avais lu les séries Ultimate aussi. Je me souviens, ça fait Tout partie à de fait. premier One A Club. Et je trouve que ça manque un peu de doudoune quand même, quoi.
Voilà, parce qu'avant, il y avait des boobs, je suis désolé, faut le dire. Hein. Je veux dire, il y avait des boobs, il y avait des culs, on était bien, quoi. Mais Là, là, elles ont 14 ans, monsieur. eh ben Alors, oui, mais justement, voilà, ben, tout change, voilà. Alors, monsieur Bruel, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais alors, effectivement, je trouve que ça donne vraiment un vrai renouveau parce que du coup, tu es complètement à côté de ce qu'on connaissait avant. Et même si au départ, j'y suis quand même allé un peu à reculons sur ton X-Men Ultimate, parce que bon, du coup, Non, mais je comprends. parce que moi, j'étais un peu attaché aux anciens, aux Special Strange et tout, voilà, aux anciens X-Men, quoi, les vrais, tu vois. Mhm. Enfin, bon. Mais je me suis quand même bien régalé et effectivement de l'avoir tout en couleur comme ça sur des coloris un peu plus aquarelles qui sont un peu moins criants, ça donne plus de finesse et le scénario tient bien la route quoi. Pour une fois, il n'y a pas eu de what the fuck d'un coup où à la fin, de toute façon le méchant c'est Magneto et de toute façon tu as toujours été eu et voilà. Il est Non. pas si méchant que ça. Ouais, mais ça dépendait des histoires. Et donc non, vraiment un bon Ultimate qui nous transporte, on va dire, dans l'univers des X-Men, mais ailleurs. Guillaume. Eh ben, écoute, en tant que, on va dire, novice de l'univers Marvel, parce que je déteste d'essayer de suivre cet univers, il y en a trop de partout dans tous C'est les marrant, sens. je pensais que tu avais un peu plus de culture là-dessus. Ouais, d'accord. vas-y. Je suis pas, j'ai du mal en fait. Je lis plus de DC que de Marvel. C'est toi? Oui, c'est moi. Et c'est pas que j'aime pas, hein, parce que j'en ai lu gamin dans la bibliothèque de mon père, entre autres. Et j'étais très content, mais c'est juste que ça me rend fou, en fait. Ils partent de partout, tout le temps, dans tous les sens. C'est vrai. On va faire un univers parallèle pour amener des nouveaux trucs, puis finalement, il va rejoindre le premier, Et puis on va en finalement, faire ça un se autre, rejoint, et en puis fait, machin. Puis au bout d'un moment, C'est je suis tiré les par les gars. cheveux. Ils n'avaient pas attendu les films pour faire ça. Hein. Ouais, non, mais même sans parler. Moi, j'ai même arrêté de suivre les films parce qu'à un moment donné, Mais ils ont arrêté Quand d'en tu- faire aussi. Hein. oui, quand tu payes ta séance Même de eux, cinéma ils 15 sont balles arrêtés, et que quoi. tu peux pas suivre le film parce que t'as pas vu les deux séries d'avant et les 15 films d'avant, je suis merde. Hein. Bref, je suis un peu en colère contre eux et donc j'avoue que je dis bon bah voilà, faut le lire, donc je vais le prendre, c'est un numéro 1, je vais faire comme à chaque fois que je prends un numéro 1 dans Marvel, je vais faire comme s'il était tout seul et qu'il y avait rien d'autre autour. Bah écoute, sur celui-là, ça a vachement bien marché puisque apparemment c'est le cas. Oui, c'est ça. Et voilà, ça. Alors malgré tout, ce que je viens de râler sur Marvel, ça m'empêche pas d'apprécier quand je démarre une série, parce que c'est des personnages que j'aime bien. Ça m'empêche pas de passer un bon moment. Mais par contre, j'ai abandonné l'idée de suivre l'univers. C'est là que je mets mes inquiétudes. Hein. C'est que j'ai peur que ça rejoigne. C'est ça. Comment on l'univers rejoint derrière. Et pour moi, franchement, c'est sympa, c'est bien dessiné, la couleur est top, l'histoire fonctionne bien. Il y a quelques facilités, mais honnêtement, ouais, franchement, j'ai passé un très bon moment. Je prendrai même le temps de lire le deuxième tome quand il arrivera, si je crois que c'est pour bientôt, Voilà. enfin en Tu français. peux le mettre de côté, s'il te plaît. Et faut m'envoyer des penses bêtes. Hein. Et voilà, franchement, ça vaut. C'est un bon premier tome. C'est une lecture très chouette qui à mon sens, vaut le détour. Alors, Isaac, toi qui est vraiment pas Pas la cible, justement quoi. la cible du tout. Justement. Eh ben, je me suis bien fait attraper, ça m'a bien plu. Tu vois, du manga quand il est en comics, ça m'a. Oui, c'est ça. C'est du manga, c'est du super-héros. Mais c'est vraiment rien de ce que tu veux. Rien Ça de ce parle que je pas dis. d'un trentenaire qui a des problèmes dans sa vie de rien de ce couple. que je dis. Je veux dire, Rien de ce que je lis. Bref, toujours est-il que j'ai été bien attrapé par le truc. Et finalement, j'aime bien le côté enquête autour de cette secte. Et quels sont leurs objectifs réels, finaux, et qui est vraiment à la tête de tout ça. Parce qu'on voit les pantins, alors de haut niveau, mais on voit que des pantins. Et puis comment vont évoluer ces petites jeunes filles, comment vont évoluer aussi les autres mutants qui sont embrigadés dans la secte. Donc voilà, ça pose des bases qui sont très sympas et vraiment j'adore le style graphique. Voilà, ça amène un vrai vent de fraîcheur sur tout ce bazar-là, sur tout ce gros univers bordélique. je crois qu'elle a fait du Electra, Peach Momoko, mais putain, Et comme elle a un voilà, style pour Electra. c'est très 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 sympa. Du coup, j'ai essayé de regarder la suite. C'est pas encore disponible, mais c'est déjà sorti en anglais depuis presque un an, le tome 2. Donc ça devrait pas trop tarder chez nous quand même. Ok. Juste un dernier point au niveau de ce côté comics, etc. On est vraiment sur ce côté indépendant. Il y a eu
première publication dans un magazine qu'on peut trouver en librairie, parce que les magazines, on ne les trouve plus dans les kiosques, ça n'existe plus. Et non, je crois qu'on les trouve plus dans les kiosques, les magazines. Ouais, il y a quasiment plus de kiosques. Oui, c'est ça, parce que en tout cas sur C'est Aix. quoi un En kiosque? fait, le problème, c'est pas tant de trouver les fascicules que les kiosques. Hein. C'est Mhm. clair. Et ce que je trouve aussi pas mal, c'est que pour ceux qui connaissent bien l'univers X-Men, il y a suffisamment de petits clins d'œil, de petites accroches à l'univers que tu connais, pour que tu aies envie d'en savoir plus et de savoir comment ils ont adapté les choses. Monsieur Sinistre est un grand classique des X-Men, ce genre de choses-là. Et tu as vraiment envie de savoir. Et je trouve qu'il y a un très bel équilibre entre les personnes qui n'ont jamais rien lu derrière et les personnes qui découvrent la série, ce qui est vraiment quelque chose de pas évident à ce niveau-là. Si je ne me trompe pas, le tome 2 devrait sortir en novembre 2026. Ultimate X-Men numéro 1. Merci de ton information, parce que moi je voulais te remercier quand même, parce que tu l'as cherché, donné. Mhm. Il y a des gens qui ne sont pas capables de dire merci. Mais bon. Eh bien, moi aussi, je te dis merci. Oui, Merci. Je te Oui, tends merci. la main. Et moi, je la prends. Eh bien, exactement. Il faut savoir Merci. la saisir. Exactement. de Peach Momoko chez Panini Comics pour 32 € et pour... C'est le poids le plus faible et de loin. Ah là là, pour 32 €, putain, ce poids de merde là. Eh ouais, franchement, c'est une arnaque. 788, mais c'est le poids de la qualité. Ouais. Le poids de la le poids de la qualité. Démerdez-vous avec ça. Faut pas lancer c'est des le mots, ça poids de la nique une tête. Voilà. On Bon, dirait Ornithomaniacs. Le truc veut rien dire. Je vais te laisser la parole, Tizak. Est-ce vraiment une bonne idée? Avec le serpent et la lance de Hub, qui est Hub, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je suis chez Delcourt pour 20,50 € le tome, mais c'est pas évident parce que je crois que le premier tome il est super dur à trouver. Alors, c'est pas du tout jeune. Ça m'a été proposé par nos chers libraires. Et Ils se sont dit, ah, putain, on a des trucs on de a des merde trucs en de vieux, stock, c'est faut pour les toi, virer, quoi. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Et ben voilà, comme quoi, dans les vieux, il y a des trucs bien aussi. Tu vois, c'est quand on a des retours en retard et qu'il y a Tisa qui passe, on se dit super, on va gagner du poids On sur va les dire cartons. fourguer. Il y a des gros bouquins là qui servent à rien dans un coin, on les file à Tizak. Alors, le serpent et la lance, déjà je vais poser un peu le truc. Je n'ai pas tout lu, on est sur un cycle qui est prévu en 5 tomes et le 5e volume n'est pas encore sorti. Là ce soir on va parler que des 2 premiers tomes, mais en réalité j'en ai déjà acheté 4 et lu 4. Donc Ça veut dire qu'on y reviendra un moment. on c'est y reviendra et je pense que potentiellement, soit on se fera 3-4, soit on se fera le 5e à part, ça soit je on pense fera tout qu'on d'un fera coup. 3, 4, 5. Ça Voilà. vaudra le prix. Donc toujours est-il Je que te coupe, mais ça veut dire que pour le coup de cœur, on va attendre. Parce que du coup. Là, alors, tout de suite, tu l'annonces tout de suite. Quoi. moi perso, je m'en fous, je l'ai déjà posé. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, vous suivez pas, vous faites les espèces de rats crevés, les mecs aigris, c'est vous qui voyez, quoi. Alors, nous nous situons. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Nous nous situons dans l'Empire aztèque, qui est frappé par une seconde famine, une seconde sécheresse. On n'est vraiment pas bien. Et afin d'apaiser les dieux, que font-ils? Des sacrifices humains. Burn the witch! Burn the Burn witch! the witch! Burn the people! Et donc, il y a de nombreux sacrifices humains, mais vraiment beaucoup, ça se multiplie. Le précieux liquide rouge coule en abondance, mais les dieux restent muets, bien évidemment. Malgré ce terrible malheur, la vie continue, et la cité lacustre de Tenochtitlan voit vraiment ses jours sombres, et la naissance de 3 enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Vas-y, continue. Ok. Le premier est issu d'une famille aisée, de la classe supérieure, et il va se faire prénommer Serpent. Le jour de l'accouchement, la vieille femme en charge de la naissance sort de la chambre avec un bébé qui est... Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, on est sur le chat, continue. Ok. J'avais anticipé une blague et elle a fini par arriver, donc... forcément. D'accord. Donc le bébé est emmailloté dans un linge, le visage blême, la nounou... prise de panique, le père vient regarder et s'étonne de ne pas entendre l'enfant pleurer. Quand il prend son bébé dans les bras, eh bien c'est bien parce que lui il a des bras mais pas son bébé. Son bébé est absolument difforme et il s'écrie donc ce n'est pas un homme, c'est un serpent. Et hop, on a trouvé le prénom. Eh quand même, c'est pratique. Le second est issu d'une famille dont le père est fantassin dans la prestigieuse armée, et après un accouchement douloureux, là aussi, le père peut enfin prendre son fils. Il s'appellera Kozatl. Il sera, c'est sûr, un merveilleux et courageux soldat. Cependant, quelques minutes après la naissance, une femme qui aidait à l'accouchement se met à crier, et en se retournant, le père aperçoit un spectre. Une femme à la peau blanche, aux cheveux tressés, aux yeux rouges, qui les observe, sans dire un seul mot.
Et enfin, le troisième des enfants est déjà né, mais sa mère est décédée durant l'accouchement. Le prêtre, en charge de lui trouver un nom, crie à la malédiction. Ben oui, l'enfant est né durant les 5 jours néfastes de jeûne et de recueillement du calendrier. Il ne faut donc pas chercher plus loin pour trouver l'origine de la mort de la mère. Le jeune garçon, maudit, se prénommera Œil-Lance. Voilà pour les 3 personnages que nous allons suivre tout au long de ces 5 tomes, qui vont grandir, qui vont se croiser, l'air de rien, dans leur enfance, mais aussi à l'âge adulte. Et justement, nous nous situons quelques années plus tard, en 1454, une série de meurtres rituels ébranle le pouvoir. Tenochtitlan vacille, bruise de rumeurs depuis quelque temps. À l'extérieur de son enceinte, plusieurs jeunes filles sont retrouvées, momifiées, énucléées, édentées, et avec la tête et le haut du corps recouvert recouvert de chaux de la tête aux pieds. Elles sont ainsi retrouvées à l'identique, partout dans l'immense pays aztèque. Afin d'éviter tout trouble, les autorités de la ville tentent d'étouffer l'affaire. L'enquête est discrètement confiée à Serpent, qui est devenu un haut fonctionnaire, efficace, bien cruel, et qui, malgré pas de bras, pas de chocolat, possède un espèce de second, grand, costaud, fort, totalement décérébré, qui lui sert donc de corps de substitution. Kozat, lui, est devenu prêtre, grand prêtre, très influent, et il est très embarrassé par ce qui se passe, parce que ces meurtres semblent être des meurtres rituels qui ressemblent énormément à ce qui se pratique dans l'ordre qu'il dirige. Et enfin, afin de démêler toute cette affaire, eh bien, il va falloir que Œil-Lance soit lui aussi de la partie, car son nom le prédestine à être très attentif aux moindres détails. Il est assez perspicace, assez sagace, et il va du coup mener lui aussi son enquête en parallèle. C'est un peu l'idée. Et donc ces 3 protagonistes qui se connaissent donc depuis l'école, sont devenus des adultes et vont tenter de démêler cette sombre affaire, alors qu'ils se sont, pour certains, beaucoup bien entendus, puis se sont cordialement détestés. La suite nous dira comment est-ce qu'ils vont arriver à se démêler de tout ça. Alors, je ne veux pas trop spoiler l'enquête. Là, je voulais poser le cadre général qui est super important, parce que au-delà de l'enquête, ce qui est très important, ce sont les relations entre les différents personnages, les luttes de pouvoir, les problématiques politiques, le contexte politique de l'époque et économique de l'époque, avec justement toutes ces sécheresses, etc. Donc, c'est pas un contexte qui est anodin. Et on fait énormément d'allers-retours, de flashback, de flash-forward, parce que l'histoire de ces 3 personnages est intimement liée aux meurtres rituels qui sont en train d'être perpétrés. Donc je ne veux pas en dire plus, mais toujours est-il que c'est extrêmement bien ficelé. On est tenu en haleine du début à la fin. Graphiquement, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement vivant. Il y a des détails dans tous les sens. Il y a des vraies références, une vraie enquête de la part de Hub pour aller chercher les formes d'habitation, les vêtements traditionnels, les significations des couleurs, etc. Enfin, il y a vraiment un pack qui est très complet et très détaillé. Donc voilà. Seul, on va dire, si on doit chipoter un tout petit peu, de temps en temps, l'ancrage qui déborde un peu et on a un petit manque de finesse ou de régularité dans l'approche des visages de certains personnages. Mais globalement, c'est de haute volée. Y a vraiment... c'est un vrai régal. Le choix des couleurs aussi est extrêmement précieux parce qu'on est vraiment dans des thématiques très sud-américaines ou Amérique centrale. Donc ça fonctionne divinement bien. Voilà, pour moi, ces 2 premiers tomes fonctionnent très bien. Alors, j'avais commencé juste par le premier, je me suis fait accrocher, mais comme un fou furieux. J'ai enchaîné du coup derrière l'achat des autres. Donc voilà, c'est dense, c'est captivant. Je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir le 5e et dernier tome. Et ben c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah, Et ben voilà. c'est pas pour tout de suite. Non, en vrai, j'en sais rien. Thio. Pourquoi moi? Bon, est-ce que toi Ok. Ça, Écoute, effectivement, le Serpent et l'Ange, j'avais vu passer les couvertures il y a fort longtemps. Fort longtemps. Et bof, pas Pas emballé. Eh ben voilà, allez, suivant. Non, mais effectivement, je veux dire, pas emballé, du coup, j'ai pas acheté à cette époque-là.
Et aujourd'hui, donc tu me l'as mis entre les mains, donc j'ai pas eu à l'acheter, ça c'est parfait. Et effectivement, Ça se C'est ça, discute. Hein. C'est sa, Alors, sa qualité soit- première, c'est qu'il est gratuit. sois déjà content, parce que toi, du coup, tu vas vendre 5 tomes déjà. Tu sais que tu as 5 bouquins qui partent. 5 Oui, tomes à mais tu 20,50 €, ça fait. C'est typiquement un bouquin qui mérite d'être dans toutes les bibliothèques. Eh oui, ouais. Je vais regarder s'il est disponible sur Attends, Amazon. c'est pas encore à toi d'encenser le bouquin. Vas-y, continue. Et donc, effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était c'est une super enquête, en fait. Tu te retrouves avec un bon scénario. On est déplacé dans un univers qu'on connaît à peine, ou très peu. On va dire que nous, on a encore nos petites IA. Ouais, on a voilà, une Tao, représentation. Esteban et Pichou. Et voilà, mais sinon, c'est N'oublie pas le peuple de mai. Vas-y, c'est bon, allez, circule, quoi. Allez. Oh, les références. Il, Euh, il et est donc- meilleur là-dessus que sur l'anglais. Hein. Ah ben oui. Oui. Beaucoup d'expérience. Et en fait, moi, je me suis régalé, vraiment. Une très bonne enquête. Alors, effectivement, il y a des moments où c'est un peu tendax avec les personnages parce que bah, tu sais plus qui est qui. Mm. Il faut, je pense... Ouais. Là, moi, je vais devoir lire le tome 3 et 4 que tu m'as passé. Et en fait, je pense que le début du tome 3 va être hard. Parce qu'il va falloir vraiment que je me remette à qui est qui. Surtout là, dans le tome 2, on est vraiment sur son enfance. Et du coup, on les voit petits, puis on les voit grands, on les revoit... Et il y a une tonne de vocabulaire. Et il y a une C'est-à-dire tonne de- qu'au-delà de leur nom, où il y a toujours une signification, d'ailleurs chaque tome porte le nom d'un personnage, il y a énormément de vocabulaire aussi interne aux populations. Et du coup, tu apprends des trucs si tu veux les retenir. Mais qui a envie de les retenir? Il y a trop d'infos, trop d'infos. Mais effectivement, alors, j'en suis désolé, mais j'ai pas mis de coup de cœur. Et même si je me suis bien égalé, mais du coup, je vais le mettre comme ça, je vais faire chier le dictateur, en fait. Voilà. Je vais mettre un coup de cœur, moi, je le mets. Si c'est juste pour me faire chier, tu peux, hein, t'as l'habitude. Bah oui, c'est un peu ma vocation première. Vas-y, Guillaume. Vas-y, Guillaume, vas-y. Bon, il te lance la parole. Non, parce que moi, je te lance la parole, mais il va dire. Il te donne non, les bâtons comme il des l'a paroles. donné, C'est- Comme il l'a donné, mais tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Excusez-moi, cher dictateur, je peux parler? Vas-y, Ouais, vas-y, je t'en prie. prends le kipou. Je prends le kipou. Écoute, grosse surprise parce que je l'avoue, j'avais jamais pris le temps de lire du Hub parce que Hub est très connu, a beaucoup de succès et ils se vendent très bien sans moi, donc j'avais jamais fait l'effort de le lire. Il que les trucs qu'il a du mal à vendre, en fait. Tu sais, c'est le truc. Les trucs à défendre, les trucs à défendre. C'est ça. Il y a des très bons bouquins qui n'ont pas beaucoup de presse, qui, s'il n'y a pas un bon libraire pour le lire et le défendre, Exactement. ils se vendent pas. Non, mais quel sens de l'honneur, bravo. Alors que Sfar, c'est de la merde, mais ça se vend tout Tu seul. fais honneur à la profession. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais, même s'il y a des fois, oui. Soyons honnêtes. Là, Continuez à on acheter ne du citera Sfar. pas on ne citera pas le monsieur dont on parlait tout à l'heure Non. au repas. Hein, mais effectivement, il y a des gens, tu mets leur nom dessus, ça se vend. Que ce soit bien ou pas. Le serpent et la lance, donc voilà, très belle découverte. D'ailleurs, il va falloir que je dise les Oko, du coup. Oui, parce que n'oublions pas que c'est le même binôme en fait, parce que Hub est au scénario et au dessin, et c'est Lee qui est à la colorisation, qui bosse aussi sur Oko. Il se fait aider par Michalak sur le storyboard. Michalak qui avait dessiné pour Hub la fantastique série. Comment ça s'appelait avec les Vikings là putain de série avec les Vikings qui était géniale, avec un côté un peu Goscinny. Alors, le problème, c'est que là, j'ai Star Drakkar qui vient en non, tête, mais c'est c'est pas vraiment Star pas ça. Trek, c'est un jeu de rôle. Ça n'a rien à voir. Bon, une super autre série, vas-y. On va en retrouver. En tout cas, voilà, je me suis fait happer complètement par l'histoire. J'ai dû mettre ma lecture en pause pour lire les autres bouquins que j'avais à lire pour les émissions. Mais j'attaquerai la lecture du 3 et du 4 très rapidement. Aslak, donc on voulait dire l'autre série trop bien. Et alors déjà, j'ai été très agréablement surpris parce que j'avoue que je m'attendais pas du tout à ce que Hub scénarise aussi bien. Désolé, mauvaise habitude. Souvent les dessinateurs font des bons scénaristes, mais pas toujours les meilleurs. Donc je m'attendais pas à grand chose. J'avais pas d'a priori sur le scénario. Je me pensais à un truc bien, mais sans forcément que ce soit waouh. Et là, franchement, il m'a scotché. Dans le sens où je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bien ficelé, à ce qui te matrixe aussi bien le cerveau, à ce qui t'amène à réfléchir sur plein de trucs, qui te balance des indices de partout, qui te les démonte, qui te les remonte. Enfin, franchement, respect, très très bien ficelé. Si je devais juste mettre un bémol, c'est que, comme tu disais, hein, il y a plein de vocabulaire interne. Ouais, c'est cool, c'est bien, c'est immersif, mais en vrai, je trouve que c'est limite gênant. Dans le sens où il y a déjà des tonnes d'informations complexes et pertinentes à suivre pour l'histoire.
Et au final, si j'ai envie d'en apprendre plus sur l'Empire Aztèque, c'est pas ce que je vais demander à cette BD-là. Donc le vocabulaire, en vrai, les noms de villes et les noms de postes et et les noms de personnages sont suffisamment compliqués, sans avoir à rajouter comment s'appellent les latrines, les machins. Et Le nom de la nounou, le nom de Je- l'enseignant, le nom Ouais, du ça, prof, le franchement, nom de il y a- tel grade dans l'armée. c'est ça. Et il y a des fois, je trouve que c'est pas que l'information, est fausse ou quoi. C'est juste que, à mon sens, elle est pas utile. Et du coup, ça rend le truc encore plus compliqué. Et à mon avis, il y avait vraiment pas besoin de ça pour s'immerger dans l'histoire, en fait. C'est le seul petit bémol que je mettrais là-dessus. Après, en ce qui concerne le coup de cœur, de toute façon, nous, il y est depuis longtemps à la librairie. Donc oui, je vais suivre allègrement sur l'histoire. Parce que bah, maintenant je l'ai lu, donc je pourrais aussi m'approprier ce coup de cœur qu'on a mis à la librairie. Et voilà, comme je disais, j'attaque le 3 et le 4 en rentrant là. Et ensuite j'attaquerai les Oko. Bah, si je me trompe pas, en fait, c'était une demande de l'éditeur, suite au succès de Oko, de se lancer dans une nouvelle série, quelque chose d'un peu fouillé, sauf que, bon, ben voilà, la partie Japon, il en avait bouffé. Et c'est une espèce de vieux souvenir, de vieille envie plus enfantine, qui est remonté à la surface avec ce côté aztèque. Et je pense qu'il s'est lancé là-dedans en termes de recherche. Et peut-être qu'il se rend plus forcément compte de la frontière qu'il y a entre l'humain normal et lui qui est parti faire des recherches sur ce sujet de façon un peu précise, quoi. C'est un peu le problème que je donnerais. C'est-à-dire que moi, alors, on est dans du polar, et le problème du polar, c'est que je vais revenir sur mes classiques, hein, c'est que le polar, tu sais que c'est bien qu'à la fin. Quant à la conclusion, tu sais comment c'est conclu. Ça marche très très bien pour le moment, je suis bien pris dedans. Par contre, d'un point de vue narration, j'ai beaucoup de mal avec ces problèmes de la façon dont il met le vocabulaire. Où il te colle des mots de vocabulaire toutes les 2 pages au milieu, où tu dois retourner en bas de page pour aller chercher le mot qui t'a sorti pour dire non mais en fait ça veut dire poète, tu vois, ce genre de truc là. Et tu dis là il y a un souci. Il aurait peut-être dû faire, je sais pas, un lexique en début de tome pour dire poète c'est ça, machin Tu l'aurais chose c'est ça. jamais lu. Non, en début de tome, si je les lis moi en début de tome, je lis même les remerciements en début de tome, je lis tout. Je dis même Mais tu où ça a ne été jamais imprimé. rappelé que. Oui, mais avoir une Katatawak, ça Oui. veut dire foire aux œufs, quoi. Je veux Voilà, dire, à un moment oui. donné, Non, mais je comprends, mais Non, le c'est fait. totalement inventé. Oui, mais pareil, là le problème, c'est que, c'est que le mot, il est dit à un moment, sur Ouais. une page, que ça va être traduit dessous, et qu'ensuite c'est plus retraduit. Ouais. Donc tu sais pas où aller le chercher quand il réapparaît, que t'as oublié en fait. Alors qu'il aurait été en début, il y aurait quelque chose qui, d'un point de vue narratif, aurait été plus clair, et t'aurais pas passé ton temps à dire, attends, ça veut dire quoi déjà? Et tu cherches, et moi, je sais que ça m'a bloqué dans ma lecture, et ce qui est dommage, parce que, effectivement, l'histoire est géniale, mais il y a des moments où tu commences à être pris dans ton histoire, et d'un coup, il te sort un mot de vocabulaire aztèque où tu fais, ah merde, c'est quoi déjà? C'est là que je dis qu'en fait, il faut pas apporter d'importance à ça parce que ça te gêne pour rien. Surtout que dans 80% des cas, tu arrives à peu près à déduire de quoi ça parle. Ouais, il te met des astérisques de partout en fait. Il te met des D'où astérisques. le truc, Oui, mais c'est ça sert à quoi en fait de l'avoir fait quoi. Voilà, pourquoi avoir mis ces astérisques? Et moi, j'avoue que je suis toujours. Vous savez que c'est un des points sur lesquels je suis très accroché, c'est la fluidité de la lecture dans la BD. C'est vraiment comment on passe d'une case à l'autre, comment on se retrouve à lire les bulles dans le bon ordre. Il y a encore des BD récentes que j'ai pu lire où les mecs, tu sais plus quelle bulle tu dois lire en premier parce que c'est mal foutu, quoi. Et là, alors que tout est bien foutu dans la narration, c'est juste ces petits points, ces astérisques qu'il y a un peu régulièrement qui m'ont un peu cassé la narration. Et c'est C'est comme ça que t'appelles tes couilles, toi. Ouais. Et c'est à ça que ça tient, oui. Mais... Parce qu'elles ont beaucoup de choses à raconter. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à raconter. Deux histoires en cours. Voilà. Donc moi, c'est un peu le truc. Et là, pour le moment, bah, je trouve ça bien. Mais ce truc-là me gêne. Et je me dis, oui, mais il va y avoir un truc dans l'histoire qui va faire que je vais réussir à oublier ces gênes narratives. Pour le moment, ce point-là n'est pas encore arrivé. Je l'attends. Je suis très impatient parce que j'ai vraiment envie de lire la suite. Mais il me manque ce côté-là. Ce qui fait que je ne vais même pas attendre le tome 2. Je vais attendre le tome 5. Jérémy. Je vais te conseiller d'arrêter de les lire, puisque ça te casse la narration. Non, mais c'est bien. Comme ça, tu nous laisseras mettre des coups de cœur tranquilles. Alors, première question, est-ce que moi, en tant qu'invité, je peux mettre des coups de cœur Oui, ou pas tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Par contre, tu ne peux pas empêcher un coup de cœur. Je- Il peut aussi. Il peut aussi. Non, moi, j'empêcherai pas de coups de cœur. Alors, moi, c'est une BD que j'avais déjà lue
et pour tout dire, à la médiathèque locale. Ils ont les 2 premiers tomes. C'est une BD. En fait, je suis le dernier à parler, donc je rejoins un peu tout le monde. Sauf moi. Ouais. Non. Moi, je mets bien un coup de cœur sur cette bande dessinée parce que j'ai bien aimé le dessin, j'ai bien aimé la narration. Avec Thio qui est à ma gauche, quand on en a parlé, on s'est marré parce qu'on a dit t'as compris toi les personnages? Parce qu'effectivement, en fait, il y a des moments où on est complètement quand même perdu. Et alors, moi j'avais lu Oko, enfin j'avais un peu suivi la série qui m'avait beaucoup plu. J'ai retrouvé la dynamique, le dessin, l'histoire, enfin j'ai vraiment bien aimé. Et après, c'est vrai que moi je connais pas du tout l'auteur. Mais j'avais envie de lui dire, je ne sais pas si vous aviez suivi Alexandre Astier, donc qui a fait Camelot. En fait, il y a tout un débat où je ne sais plus quel historien ou quel scientifique est venu dire Camelot. En fait, c'est n'importe quoi parce que les gens dans la série s'expriment pas du tout de la manière dont les gens devaient s'exprimer. Et en fait, Alexandre Astier dit un truc très juste, c'est qu'il dit, je sais pas du tout comment les gens s'exprimer à cette époque que j'essaie de traduire. Ce qui est sûr, c'est ils parlaient pas comme dans les livres, ou ils parlaient pas comme on pense comme on pense quand on l'écrit qu'ils parlaient. Et donc c'est un peu dommage pour Hub, c'est qu'en fait, je pense qu'il a vraiment voulu montrer qu'il était au courant, qu'il s'était beaucoup renseigné, et on le voit bien, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et en fait, il se perd un peu, effectivement, dans les définitions, dans les mots, alors que ce qui aurait été intéressant, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire dire le mot au départ, nous renvoyer au lexique, et après utiliser le mot, quand il parle de sorcière ou je sais pas quoi, utiliser le mot à la fin en disant une sorcière, en fait. Plus revenir faire l'inverse, en fait, parce que ça aurait fluidifié. Mais non, c'est une jolie BD, et pour le coup, j'ai hâte, moi, de lire le tome 3 et 4. Et 5. Le serpent et la lance de Hub au scénario. Au dessin, c'est Hub, assisté apparemment sur le storyboard par Emmanuel Michalak. Aux couleurs, c'est Lee, c'est chez Delcourt. Alors, j'ai pas trop compris les tarifs, parce que je crois que le tome 1 est plus cher que les autres tomes. Oui, parce que le premier tome est plus gros. Le premier tome, pardon, est plus volumineux, puisqu'il pèse 1100 grammes contre 792 pour le suivant. Ah oui. Donc on a mis la totale. Et voilà. oui. Et donc, j'aurais dû mettre le total du prix, je l'ai pas fait. Sachant que le tome 1 a l'air difficile à trouver. Et donc le premier tome est à 25,50 € si je me trompe pas, et le deuxième est à 20,50 €. Donc voilà, l'éditeur joue le jeu aussi avec des bouquins plus ou moins gros, il fait fluctuer le prix. Oui, ce qui est tout à fait normal. Il aurait très bien pu garder le même prix pour tous les tomes, hein. Il y en a qui s'emmerdent moins. Donc voilà. Oui, c'est surprenant parce qu'en général, ils s'emmerdent moins justement dès le cours. Voilà. Il a quand même un nombre de pages qui est assez flagrant, je pense, pour justifier le choix. Est-ce qu'on a un prix au gramme? Alors, oui. ça va faire partie des oui, choses on qui l'a. vont arriver. Ah, c'est nouveau depuis la dernière fois que tu es venu. On est rentré dans les détails, monsieur. J'aime ça, le prix au gramme. Donc nous sommes arrivés au bout de cette émission. Je tiens à le dire. Ouais, il y a un œil sûr qui arrive, mais ouais, au bout des chroniques BD. Au bout des chroniques BD. Et donc nous sommes sur une émission, attention messieurs, dames, s'il y en a un peu plus, je vous le laisse, 5 kg 721. C'est du colis quand même. Hein. De BD. 5 kg 721. Voilà. C'est à peu près ce qui avait à peser au Festival Spirou. Oui, il y avait un concours au Festival Et Spirou. oui, mais j'étais pas là. Mais j'étais pas là. Où il fallait sous-peser un pack de BD pour savoir, pour le gagner. Et il n'était pas là, il aurait gagné. Mais moi, à l'œil, je te l'ai dit, à l'œil. Je le regarde. Bon. Voilà. Chacun son pouvoir. Et tristesse. Pouvoir de merde. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un pouvoir de merde. C'est clair, oui ou non? C'est quoi ton pouvoir? Poser les livres. Ma kryptonite, c'est quand il pleut, ça change le poids. Captain Shampoing, c'est ça. Captain Shampoing, ouais, mais attention, ça peut piquer les yeux. Non, maintenant il pique plus justement. C'est shampoing doux. Allez, on reste sur les super-héros. Un œil sur Spider Noir. Spider Noir est une série télé qui est en gros assez étrange en soi, parce que c'est une série télé dérivée du dessin animé Spider-Man New Generation en français et Spider-Man Into the Spider-Verse. Le personnage de Spider-Man Noir a été créé par des auteurs français et américains. Donc c'est une co-création française, hein, Cocorico, juste pour le plaisir de le dire.
Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, tiens, on va faire des séries en mode film noir en reprenant les super-héros, et c'est rigolo. Et forcément, quand ils sont partis sur le truc Spider-Verse dans tous les sens, ils ont dit, on va prendre un Spider-Man noir qui ne sait même pas ce que c'est la couleur, parce que tu comprends, il vient noir et blanc, avec plein de gags assez rigolos. Et ils se sont dit, on va faire du casting. Ils se chopent Nicolas Cage au casting vocal en VO. Et puis quelques années après, alors qu'on attend depuis plus de 4 ans le 3e épisode de Spider-Man, le film d'animation, sur un cliffhanger de bâtard, voilà, ils se sont dit, bah, on va faire une série de télé live et on va prendre Nicolas Cage pour jouer le rôle. Ah, il est un peu vieux, bah, on va dire qu'il est vieux quand même, c'est pas grave. Et on va se faire du film noir. Dès le départ, ils partent sur une série avec une idée de s'en faire une bonne série film noir et blanc, tout le team. Ils partent sur le tournage en tout de suite partant sur des décors en vert et en rose parce que pour les niveaux de dégradé de gris, quand tu travailles sur le noir et blanc, c'est super pratique. Et c'est comme ça qu'ont été tournés les Jeanne d'Arc, par exemple, au niveau des films, etc. Donc vraiment très technique, mais bien sûr, à un moment donné, il y a Amazon qui a la prod, il dit « Non, mais il faudrait une version en couleur parce que les gens de noir et blanc, ils aiment pas, ça pue du cul. » Donc ils ont dû un peu retourner une bonne partie du truc, mais en gardant quand même l'idée du noir et blanc. Donc la série est disponible aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. Et clairement, même si sur la couleur, ils ont eu un esprit très pop, en saturant un peu les couleurs, etc., qui, je pense, colle bien à l'idée, c'est la version noir et blanc qu'il faut regarder. Vraiment. Et nous avons suivre Ben Reilly, parce qu'il ne pouvait pas utiliser le nom de Peter Parker, qui est un détective privé dans les années 50, qui a été The Spider, c'était son identité secrète parce qu'il avait des pouvoirs qui permettent de lancer des toiles. Mais suite à la mort de sa femme, il a décidé de tout laisser tomber pour juste essayer de gagner de la thune. Parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est se débarrasser de ses pouvoirs. Parce que comme ça, pas de pouvoir, pas de responsabilité. Et c'est comme ça que la vie, elle est mieux. C'est l'anti-Oncle Ben. Voilà. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve au niveau d'une affaire entre le mafieux local et le maire qui sont en conflit. Et d'autres personnes qui arrivent avec d'autres pouvoirs qui sont arrivés. Et lui, il n'a pas envie d'être au milieu, mais forcément, il s'y retrouve. Et surtout, il y a la femme fatale super jolie qui fait des chansons dans un cabaret. Et il tombe fou d'elle. Et non, ce n'est pas Jessica Rabbit. Voilà. Et voilà. C'est dommage. Mais on reste dans ces clichés. On reste dans ces clichés. Vraiment, Mike Hammer n'était pas disponible. la série va superbement, pour moi, utiliser tous les clichés du film noir, en allant jouer sur la façon de filmer, sur le travail sur les plans, sur des split screens, sur des jeux avec les optiques, franchement, au niveau de graphique, on voit qu'il y a un amour du genre, de ce vieux film, qui est super bien respecté, même au niveau scénaristique, où ça part dans tous les sens, avec des trucs qu'on voit venir, mais c'est pas grave, parce que ça fait partie du genre. Ils font des clins d'œil au personnage classique de Spider-Man, avec... Elle s'appelle Cat, forcément, la fille derrière, et donc tu penses à Black Cat, le personnage de Spider-Man. Un des personnages, à un moment donné, j'entends son nom et je fais « Ah, mais lui, il me semble que c'est Sandman dans la BD. » Et effectivement, c'est l'homme de sable de Spider-Man. Bref, avec des personnages pleins de conflits qui sont pas forcément noirs ou blancs, justement, dans une série pleine de gris. Moi, franchement, je me suis régalé. C'est une mini-série qui tient en 8 épisodes, qui raconte une histoire complète, qui peut totalement s'arrêter là. Et j'espère presque qu'ils vont pas faire de suite. Il n'y a pas de raison qu'ils en fassent. J'ai passé un très bon moment. Les musiques fonctionnent bien, l'image fonctionne bien. L'histoire autour des super-pouvoirs est très bien trouvée pour une histoire dans l'époque. On est dans du pur pulp. Et Nicolas Cage, voilà. On pourrait reprocher, j'ai entendu des gens qui reprochent à Nicolas Cage d'en faire des tonnes, de cabotiner dans tous les sens. Mais Nicolas Cage, il est bon dans le cabotinage. Et s'il peut pas cabotiner sur un truc cliché de film noir, je vois pas où est-ce qu'il peut le faire, quoi. Il colle super bien au rôle, il arrive à avoir des moments d'intensité et d'émotion sur des phases où il en a besoin, et franchement, je me suis régalé. Spider Noir, voilà. Donc c'est disponible sur Amazon Prime. Vous l'avez vu ou pas? Toi, tu Oui, crois que j'ai vu? j'ai vu, mais moi j'ai vu en couleur du coup. Ah, Je savais bien que tu allais le voir en noir et blanc, toi. ah. J'ai hésité en fait entre les deux et en le voyant, voilà, la présence de Nicolas Cage m'a plutôt incité à le regarder en couleur. Et c'est lui qui m'embête. Voilà. Ouais. Dans toute cette série, tout le long, c'est lui qui m'embête. Je trouve qu'il n'a plus l'âge, plus le physique, plus tout ça. Pourtant, il joue sur le fait qu'il soit vieux. qu'il ait Oui, mal mais partout, ça ne colle pas. Vraiment, ça colle pas. Il est vraiment trop vieux. Il y a un gros décalage. C'est un peu sur le principe d'Harrison Ford où on a essayé de le faire vieux dans les derniers Indiana Jones.
mais il y a quelque chose Il y a qui pas besoin marche de le faire pas. vieux, il est vieux. Il y a quelque chose qui marche pas et voilà. Donc là, clairement, je pense qu'il y avait autre chose à faire avec ce personnage-là que de choisir Nicolas Cage au casting. Et c'est, à mon sens, le seul réel point noir. Après, on pourrait toujours dire que ça pourrait être mieux sur ça, ça et ça, bien sûr. Mais s'il y a un point noir, à mon sens, c'est le casting de Nicolas Cage. Attention, si vous êtes arachnophobe, il y a une scène à un moment donné. Franchement, préparez-vous. Tu vois la scène? Je réfléchis. non. Ouais, il y a une scène, je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à Mathieu. J'ai fait, oh punaise, cette scène-là, c'est une scène où il est drogué et... Ah oui! Mais oui, bien sûr! Oh là là, oui! Je me suis fait la même. Il m'a réveillé. Il m'a réveillé. Voilà, toi aussi t'as Mais oui, non, ça y est. et tu fais, oh punaise, Oui, celle-là. je me suis Et fait la même- même. Et même quand t'es pas arachnophobe, tu fais, ouh. Ah ouais. Alors j'ose pas Non, imaginer, non, quand même. pour vous. Voilà. Voilà, une série, en tout cas, qui, je pense, vaut le coup dans la série de super-héros parce que c'est rare comme genre de proposition. Merci de nous avoir écoutés. Nous avons passé, nous, en tout cas, un très bon moment ensemble. On revient pour ceux qui nous écoutent en live d'ici quelques minutes pour la suite de l'enregistrement, Nos un aventures. deuxième épisode. Même si on va chercher de l'eau parce qu'on est en période de canicule, il faut boire ce que disent nos ministres de la Santé. C'est très important. Ouvrir les fenêtres et mettre un t-shirt. Voilà. C'est ce que dit Daniel Riolo, le grand sage. La sagesse est importante. Merci Jérémy de nous avoir apporté un album. Merci qui, en à tout vous, cas, merci à vous. On aura bien réparé, même si tu as raté le coup de cœur. Hein, franchement, je suis un peu déçu. Tu me déçois. C'est vous qui me décevez. Ah. Ah. Ah, je sens la Et là, je question. suis d'accord avec toi, tu vois. Tu te rends compte de ce qu'on subit, nous, émission Ouais. après émission. T'as pas mis de coup. Ah non, tu l'as pas lu, toi. Ouais, c'était trop gros. J'habite. C'était trop gros pour toi. C'était trop gros pour toi. Bah non, pas assez. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Tu en ce moment s'amuse pas mal avec du cyanotype. Vous pouvez les voir sur la galerie de Mathieu. Et franchement, bon, t'es encore dans l'expérimentation. Oui, mais c'est l'expérimentation. commence à y avoir des résultats qui valent le coup d'œil. Carrément. Notre cher Guillaume est présent à la BDRI. Franchement, la BDRI. Ouais. Tous les jours. La BDRI, Tous les jours. Tous les jours. Même quand c'est fermé. Même quand c'est fermé, il y va. Pas le mercredi. Voilà. Pas le mercredi parce qu'il a des enfants. Voilà. C'est ça. C'est enfin 80%, monsieur. Mais tu as bien raison, occupe-toi de tes enfants. Et tu veux le donner aussi sa fiche d'imposition ou- J'en ai aucune idée. Sinon, oui. Mais voilà. Et voilà, Jérémy, je crois que tu as une présence purement sur le net de spectateurs. T'as un Complètement, lurker total. complètement. Donc, Aucune action là-dessus. Voilà. Et en ce qui me concerne, et pour tout ce qui concerne La Voix des Bulles, c'est les comptes La Voix des Bulles ou One Pied sur tous les réseaux sociaux. C'est l'un ou l'autre. Vous cherchez, vous trouvez. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la dernière émission de la saison. De la soin. Vraiment de la saison. Relâche, Même si, vacances, il y a quelques dodo. Car j'ai prévu de faire bosser mes enfants pendant les vacances, car je suis un père indigne. Ils avaient qu'à plus bosser pendant l'année. Ah ouais, Voilà. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye Bye bye. bye. Salut. Au revoir. Au revoir, à bientôt. See you soon. Du bruit. Ah oui, d'accord.